Allez, soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs. Plaisir encore renouvelé en ce jour de vous savoir nombreux devant votre petit écran avec 10-12 le Zénith. Bonjour à vous, bonjour à tous. Nous saluons bien sûr à l'entame de cette émission tous les Camerounais de la diaspora, oui, établis sur la planète et entièrement, qui nous regardent chaque matin avec beaucoup de plaisir. Merci de prendre le pouls du Cameroun avec le Zénith. Et parlons bien sûr du Zénith ce matin en compagnie de la grande famille, madame, messieurs, des sujets qui sont aussi importants, aussi intéressants les uns des autres en réalité, mais surtout se poser des réelles questions en vue de changer, bien sûr, on va dire, le Camerounais et ramener à la création d'un nouveau Camerounais en vue de bien penser les réalités qui sont les nôtres pour l'avenir. Élément dont on ne pourrait s'en passer ce matin, qu'est-ce qui se passe réellement à la mairie de Banganté aujourd'hui? Vous le savez, hier, à l'issue de la rencontre initiée hier pour le vote du nouveau maire, le quorum n'a pas été atteint, les conseils municipaux pour certains n'étaient plus joignables et finalement, sur le nombre attendu, on a eu bien dans moins de 2 tiers. On se demande finalement qui est-ce qui tire les ficelles à la mairie de Banganté aujourd'hui? Qui est-ce qui ne voudrait pas voir l'élection de l'actuel ou du nouveau maire qui semble être le choix des uns et des autres là-bas? On parle aujourd'hui à la fois de filouterie, on parle en même temps de manipulation, on parle aussi de corruption, on parle en même temps des ficelles tirées derrière et 2 pontes du régime sont en affront. Comment expliquer aujourd'hui que 2 noms sortent en même temps, 2 élites, bien sûr, du Ndé aujourd'hui, qui semblent ne pas se comprendre. Un père et sa fille, en réalité, au final, qui doit avoir droit de parole? Le Ndé appartient-il, on dira, à des femmes ou encore à des élites au masculin aujourd'hui? Comment en sortir? Madame, messieurs, ça chauffe énormément à Banganté. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. Charles Amel, Bombok, Isabelle, Carole, Dominique, Audrey. Bonjour à vous, chers messieurs, bonjour madame. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le Cameroun fonctionne comme s'il n'y avait pas d'intellectuels et pourtant il y en a. Il y en a. Nous en avons un qui est encore vivant, Dieu merci, Valentin Gandongo, le professeur, le sociologue. Après un ouvrage qui questionnait le politique, le journaliste et l'intellectuel, on n'a toujours jamais voulu entendre publiquement ce brillant intellectuel. Il vient encore de commettre 2 ouvrages simultanés. Un, débat ou combat télévisé. Il analyse les débats politiques qu'il y a dans des chaînes de télévision, dans la place publique camerounaise, et il trouve que c'est d'une vacuité sans pareil. Il propose par exemple les thèmes de fond, notamment on doit questionner la traite négrière, on doit questionner la colonisation, la décolonisation, pour amener le peuple à avoir une mémoire collective, à faire ressortir les figures historiques, les mythes au sein duquel les peuples devraient, prendre comme image, devraient s'abreuver pour se ressourcer. C'est comme ça, quand on dit de l'autre côté, par exemple, que De Gaulle est le plus grand Français de tous les temps, or il a fait un coup d'État en 1958, et pourquoi elle est devenue? Parce qu'il a mis la France à un niveau où il fallait mieux gérer la colonisation, alors l'héritage colonial que les Macron aujourd'hui continuent. Et nous alors, Ngandongo propose donc qu'on aille dans des débats de fond, que l'Afrique et surtout le Cameroun ait une mémoire collective qui puisse l'amener au vrai combat. Il propose également dans le second ouvrage l'argent et sociabilité dans le Cameroun moderne. On dit dans notre pays que l'argent tord le fer. Et il dit que ça, quand on s'engage dans de telles vacuités, on ne sera rien. Merci, professeur. La génération Bonbon Bengan, ce livre Défi ou combat télévisé, il faut absolument le lire, il faut absolument le rechercher parce que là, on se rend compte que l'écrivain est allé très loin pour se rendre en même temps à quel niveau est-ce que les Camerounais sont manipulés aujourd'hui avec les débats télévisés aujourd'hui qui n'apportent en fait rien à la vie des Camerounais. Et au-delà quand même, Charles Mbachou, bonjour déjà. Bonjour. Le constat est clair, c'est que les Camerounais de plus en plus s'attardent aux débats télévisés et ne prennent pas d'action. Les Camerounais s'arrangent simplement à s'asseoir devant leur télévision et se dire « Ah d'accord, on a dit ». Alors, ils se sont clashés là-bas entre eux et ils s'en tiennent à ça et ne prennent aucune initiative individuelle. N'oubliez pas, qu'est-ce qui se passe? Les petites et les bières,
on siffle des bières, on dit oui, tel a bien parlé. Je crois qu'il faudrait le lire et notamment il a abordé une question des ADC, du principe de l'analyse de contenu. Les ADC, c'est une approche méthodologique bien propre à la sociologie. Il faut le faire pour comprendre, Monsieur Michel, qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui ont une objectivité par rapport au contenu télévisé. Même les directeurs de publication devraient se l'arracher pour comprendre comment organiser les différents contenus de la télévision. C'est assez important. Mais ce jour, je souhaiterais dire et tirer un coup de chapeau à l'ambassade de la Fédération de Russie en RCRA, M. Michel Ngatiou, qui allait jusqu'à traiter les journalistes de RFI, les journalistes à la tête rouillée. Il a traité les journalistes de RFI et les journalistes à la tête rouillée. Il a expliqué, il a pris des cas. Il a pris par exemple, pendant 6 ans, les forces internationales étaient présentes en RCA. Et pendant que les forces internationales, parmi lesquelles les forces françaises étaient en RCA, les rebelles ont contrôlé 70% du territoire, pillé, utilisé des mines anti-chars. En moins d'1 an seulement de la présence russe, le président Touadéra a récupéré 70% de son territoire. À moins d'1 an. À moins d'1 an. Ouais. Alors c'est une radio qui dit du n'importe quoi. Et je crois en fond, en langage diplomatique, il est en train de demander aux Africains de ne plus écouter cette radio. Elle paie véritablement. C'est pas moi, c'est l'analyse. Je peux me tromper. Mais journaliste à la tête rouillée, M. Michel Ngatiou, c'est fort. Je voudrais rapidement, Chalamel, à la suite de votre entrée, dire que j'ai fait un post hier sur ma page Facebook où je l'ai très bien dit. Aujourd'hui, être journaliste en réalité, ou encore animateur, il faut avoir un impact sur les vies des Camerounais. Parce que nous avons des réalités auxquelles nous sommes liés au quotidien. Et si on est animateur, si on est journaliste, sans pour autant être capable d'impacter sur les vies des gens, il faut se reposer des bonnes questions. Alors, maintenant, lorsque vous faites le trait d'union avec la Fédération russe, qui semble justement traiter nos confrères de Radio France Internationale de journalistes avec des têtes rouillées. Alors, est-ce qu'on va dire que la manipulation n'est plus de bon goût aujourd'hui pour les Africains qui comprennent très vite ce qui se passe avec la machine française? Justement, et je pense que c'est l'action dans laquelle s'engage quelqu'un comme Achille Mbembe. Il faudrait qu'on l'encourage, M. Michel Ngatiou. Faut-il y croire? Il faudrait qu'on l'encourage, une initiative comme celle-là. Quels sont ceux qui ont osé? En dehors de... Je prends le cas, si on dit aujourd'hui on va tous combattre Achille Mbembe, qui d'autre a proposé quoi? Mais qu'est-ce qu'Achille Mbembe? Qui d'autre s'est placé devant? Il y a Gaston Kelman qui lui a posé des questions évidentes. Monsieur Michel Ngatiou, il y a eu, mais personne n'a osé, personne n'a dit cet ensemble de choses avec un ton parfois acerbe, tel que Achille Mbembe a osé le faire. Ce n'est pas reconnaître, il y a de nombreuses qui expliquent, mais il y a l'aura, Monsieur Michel Ngatiou, l'aura. Ouais, aujourd'hui, il a une aura et je pense qu'il peut jouer, il peut véritablement jouer. Et Bombok aime bien citer Achille Mbembe au niveau de la jeunesse, la situation de la jeunesse en Afrique. Vous voyez que la France est en train de mourir, Monsieur Michel Ngatiou. Je peux vous le dire, la France est en train de dépérir. Elle veut relancer un nouveau dialogue, une nouvelle façon de repenser, et elle va avoir les Africains. Mais seulement on a des Africains qui devraient leur dire en face le fond de leur pensée sans aucun état de fait. Et c'est pas Gaston Kelman n'est pas habilité à critiquer Achille Mbembe. C'est des questions qui sont posées entre intellectuels. C'est entre... Après avoir écrit « Je suis noir, je n'aime pas le manioc », il s'est aligné avec Senghor. Donc ici, non, les gens ne comprennent pas. Justement, avec la configuration actuelle, ce que Achille Mbembe propose, il l'avait d'ailleurs fait dans son premier ouvrage, la jeunesse et l'ordre social en Afrique. Oui. Maintenant, il passe à l'étape où la société civile et l'ordre social en Afrique. Est-ce que la société civile africaine ne peut pas chasser les satrapes qui sont au pouvoir? Mais comment donc... La question de fond, c'est qu'on a un sommet France-Afrique qui est en train de se préparer et à l'occasion, le sommet France-Afrique voudrait réunir les sociétés civiles africaines aux côtés de la France. Oui. Pour leur dire quoi? Qu'est-ce que la France depuis 60 ans justement, le syndicat des chefs d'État ne peut pas. Maintenant, la société africaine a la parole libre. Non. Il va dire aux chefs d'État français. Vous croyez à la France? Vous y croyez vraiment? Non. Vous croyez qu'ils pourront... Je crois à la guerre, oui. Je crois à la guerre contre la France. Et justement, nous devons profiter de cette tribune qu'offre Achille Mbembe pour engager la guerre contre la France. L'Algérie n'a pas reculé. L'Algérie a dit à De Gaulle, tu sais bien que l'Algérie sait faire la guerre, donc ne tente pas.
C'est la même chose, le même langage que la société africaine va dire à Macron. Et nous souhaitons que ce soit porté par Assile. Monsieur Macron, tu as fait des au Tchad, vous avez enlevé un président démocratiquement élu en Égypte, tu as fait autre chose au Mali, on te voit venir, n'essaye plus. Voilà, attendons de voir. Mais en disant n'essaie plus Mbon Bengan, pendant qu'on y est, ces présidents sont en fonction. Oui, et le peuple n'est pas d'accord avec ces présidents. Et nous avons aussi la Russie à côté qui peut venir. On va lui dire que vous nous avez trompés. Maintenant, on essaye avec la Russie. Très bien. Attendons aussi de voir, est-ce que la Russie ne vient pas, on va dire, en explorateur, en colonisateur, parce qu'on sait justement jusqu'à présent que... Mieux vaudrait la Russie. On attend. Attendons de voir. Bonjour les demoiselles. Bonjour Isabelle Carole. Bonjour. Elle n'est pas demoiselle, monsieur. Je vous en prie, j'enlève. Bonjour madame. J'enlève totalement. Bonjour les dames. Bonjour les dames. N'entrez pas dans les profondeurs. Non, je le comprends. Restez superficiel, je vous en prie. Bonjour à vous Michel, bonjour aux téléspectateurs, bonjour précisément à ceux qui nous regardent dans le Noun ce matin. Voilà, j'ai très envie de leur dire bonjour. Ça chauffe dans le Noun? Oui, bon, c'est plutôt calme hein, parce que le maire a quand même tenté de nous rassurer ce matin dans l'émission matinale, bien sûr, que de ce côté, justement, tout est en train de rentrer dans l'ordre. À l'heure qu'il est, c'est plutôt un calme. Mais on en parlera. Il faut dire aux spectateurs qu'on en parlera tout à l'heure. C'est le sultan, ce n'est pas le maire. Voilà. C'est le sultan des rois de Bamoun qui a trouvé le langage qu'il fallait pour calmer les populations. Les administrateurs ont échoué. On en parle. On en parlera pendant l'émission. On en parlera pendant l'émission. Non, quand même ça. Ils ont eu la répression. Ils ont échoué. Merci Chalamet. Ils ont fait leur boulot aussi. Hein. Non, ils n'ont pas... Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'aimerais partager une citation de Thomas Sankara qui disait à son époque « Nous ne pouvons laisser à nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la créativité, de la pensée et de l'imagination. » Allez savoir à qui il s'adressait et ce qu'il voulait dire à cette époque-là. Je voudrais peut-être trouver avec Chalamet. Non, mais justement, c'était par rapport aux indépendances. Alors, voilà. je voudrais toujours le dire. Il y a un travail de fond à faire. J'ai échangé hier soir avec un Camerounais, d'ailleurs ancien prisonnier, qui était à Konengi, aujourd'hui qui est en Allemagne, avec qui nous échangions, et il me dit « Michel Ngatsou, je commence à perdre d'espoir. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « J'ai l'impression que les Camerounais ne comprennent rien à rien. » Et en échangeant, je le dis ici ouvertement en Mondo Vision, j'ai eu une envie personnelle de créer ce qu'on appelle un mouvement. Un mouvement qui s'appellera en réalité « Je sors des bars, des églises, et du football. » Sincèrement. Et du football. Je sors des bars, des églises et du football parce qu'on se rend compte aujourd'hui fondamentalement que tous les Camerounais qui nous regardent et qui vous diront dans la rue « Ah vraiment, on aime ce que vous faites sur Equinox, vraiment c'est du bon, c'est faux, c'est bien. » Mais les mêmes sont ceux qui écument les bars, les mêmes sont ceux qui sont dans des églises, les mêmes sont ceux qui suivent le football et finalement sont aussi considérés comme des cerveaux troués aujourd'hui. Il faut faire quelque chose pour sortir le Camerounais et repenser le nouveau Camerounais. À côté de cela, il faut aussi dire qu'il y a des personnes justement qui apprécient ce travail et qui restent là-dessus, qui ne disent pas une chose. Oui, mais il faut la transformation. Il faut une transformation. Il faut ramener le Camerounais à un idéal nouveau. Repenser. Que les gens arrêtent de dire, par exemple, je ne fais pas la politique, je ne parle pas politique, ça ne m'intéresse pas politique. Et pourtant, tout ce qui se fait est politique pour le peuple camerounais. On est d'accord, mais sauf qu'il faut comprendre à un moment donné leur impuissance face à certaines choses. Et ces personnes se lassent. Ces personnes se disent, ça ne sert à rien. Puisque ceux qui décident de faire cette politique-là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Le vrai combat. D'ailleurs, non. Le vrai combat, d'abord, c'est l'idéologie. Ils ont tendance, Michel, si tu le permets, à prendre un exemple simple. Les partis de l'opposition, depuis combien d'années ils bataillent? Le SDF aujourd'hui, où en est-on? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Faites le constat. Donc, eux qui sont en retrait se disent, ça ne sert à rien. Partie de ce postulat très dangereux de Isabelle Carole. Oui, je reprends simplement les propos de ces personnes qui pensent que pour eux, il ne faut pas s'intéresser à la question politique parce qu'ils avancent comme premier argument. Justement, ce genre de choses. Et justement, il faut transformer le Camerounais. Et moi, je pense aujourd'hui, je le dis en tant que journaliste et je l'assume, il faudrait simplement retravailler le Camerounais, c'est-à-dire créer un nouveau Camerounais idéologiquement. C'est ce qui se fait. Parce que le combat, c'est l'idéologie d'abord.
Alors, vraiment, c'est ça aussi, hein, à un moment donné, lorsqu'on aime notre pays, on tente de faire ce qu'on aime bien. Restez des nôtres, madame, monsieur. Tout de suite, l'histoire de ce matin, on sait que vous l'attendiez. Dominique Audrey nous la raconte. Tout de suite. Dominique. Voilà, je vous rapporte ce matin les larmes, les récriminations, la douleur, la déception de la maman qui nous a écrit ce matin. Elle est assise derrière les caméras et on n'a pas pu lui dire non ce matin parce que cette maman a été passée. Elle a passé de longues années avec son mari, ils ont 3 enfants et l'aîné aujourd'hui est âgé de 21 ans, il est à l'université et le dernier est en 3e, ça veut dire que le deuxième est sensiblement en première terminale. Elle raconte que la vie a toujours été modeste grâce aux différents revenus de son mari qui a des affaires propres à lui-même, mais à côté de ça, il est caissier pour un monsieur qui est propriétaire de plusieurs parcs automobiles. Donc, elle raconte que son mari, parfois, ramenait de l'argent à la maison et il gardait. Sauf que son mari n'a jamais su que sa femme savait quel était le mot de passe de son coffre-fort. Celle-ci a réussi à l'avoir. Et après, le jour qu'elle a ouvert pour la première fois, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'argent et que ça n'avait pas bougé pendant une certaine période. Elle referme simplement et se rapproche de son mari et lui pose la question de savoir Massa, s'il te plaît, j'ai un projet. Je voudrais que tu me finances cela, je voudrais faire telle chose, telle autre chose. À plusieurs reprises, son mari a refusé. Pendant sensiblement 2 ans, sa femme est revenue lui poser un problème, lui demander de l'argent et à chaque fois, celui-ci a refusé. Donc, ce que la dame a fait, elle dit que puisqu'elle avait le mot de passe et qu'elle savait qu'il y avait pertinemment de l'argent dans ce code-là, dans ce coffre-là, elle est allée, elle a pris 10 millions de francs CFA puisqu'elle avait une aubaine, un chocho sur la main. Elle a acheté un terrain et en 3 mois, elle a construit une mini-cité de studios modernes qu'aujourd'hui, elle a réussi à mettre en location. Donc, ça fait presque 1 an que c'est en location et progressivement, elle rembourse l'argent qu'elle a emprunté sous silence à son mari. En fait, il n'est au courant de rien. Malheureusement, elle a emprunté. Malheureusement, son mari s'est rendu compte que son argent avait bougé. Pourquoi? Parce qu'en venant verser une certaine somme d'argent, celle-ci a mal refermé le coffre. En fait, elle a cru qu'elle a fermé, mais elle avait laissé ouvert. Elle a enlevé la clé, elle allait remettre là où c'était. Lorsque le mari rentre, il s'en rend compte, il a frôlé un AVC. Il a appelé ses 3 enfants, il leur a dit qui a touché à mon argent, comment est-ce que vous avez fait, qui vous a donné ma clé et tout. Il a menacé, il a tempêté, il a crié. C'est lorsqu'il a voulu mettre son fils aîné de 21 ans, celui de l'université, hors de la maison, sa femme lui dit « Mon père, viens, je voudrais qu'on parle, mais je ne veux pas qu'on le fasse devant les enfants. » Il prend la voiture et ils sortent. Sa femme le ramène dans ce quartier où elle a fait construire la mini-cité et elle lui présente les différents locataires en disant « Voici mon mari, voilà, voici mon mari. » Sauf qu'après avoir fait tout ça, après avoir fait le tour du propriétaire, son mari lui dit, en tout cas elle de dire à son mari, à plusieurs reprises je t'ai demandé l'argent, moi j'estime qu'on ne peut pas garder de l'argent comme cela, l'argent doit être fructifié, multiplié, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire sans te dire, donc je suis désolée que tu la prennes comme ça, mais voilà ce que j'ai fait de bon et les résultats sont visibles. Son mari lui a dit, jamais madame, jamais, au grand jamais, je ne vais te pardonner cela, puisque tu as choisi de voler mon argent, tes enfants et toi, hors de ma maison, allez vivre dans la maison que vous avez construite. Tes enfants et complices et toi, je ne veux plus de toi. Aujourd'hui, cette maman s'est retrouvée dehors. En fait, son mari l'a chassée. La question qu'elle pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a vol entre mari et femme? Et comment gérer ça? Comment se faire pardonner? Parce que tout part d'une très bonne intention. Comment gérer alors cette situation? Et on attend bien sûr vos réactions, madame, monsieur, sur notre antenne. Laissez-nous vos commentaires sur Equinox TV. Si vous nous regardez bien sûr sur Facebook, on vous lira là-bas. Ou encore au numéro, ça s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Et Emmanuel Wapi prendra la peine justement de mettre cela à votre disposition et vous nous enverrez bien évidemment vos contributions à l'émission. Des avis, des commentaires. Bon, Bengan, comment vous la comprenez cette histoire? D'abord, il n'y a pas de vol dans le couple. Ah bon? Oui, mais l'expression de Dominique Audrey, elle a emprunté en cachette. Elle a emprunté sous silence. Non, de manière beaucoup plus sérieuse, cette femme, moi je la soutiens. Je la soutiens. Elle a observé son mari. Elle a
remarqué que cet argent n'était pas l'argent d'une tontine, n'était pas l'argent, en fait, c'était les économies de son mari. Mais son mari ne lui a pas répondu de manière claire qu'est-ce qu'il envisageait. Et sûrement qu'il avait des projets que je pense nobles dans sa tête, mais n'a pas communiqué avec son mari, avec sa femme. Et sa femme pose des problèmes parce qu'il nous appartient à l'homme de régler les problèmes de la femme. Oui. Quand il n'y en a pas, vous essayez de trouver des mots pour, pour ne pas envenimer la situation. Bien sûr. Comme ça, donc, et nous le disons ici toujours, les femmes sont trop observatrices. C'est des inspecteurs Colombo. Vous ne pouvez rien cacher à la femme. Il y en a même dans votre téléphone, vous changez les codes tous les jours, elle saura. Même si vous changez ça au bureau, elle est à la maison, elle connaîtra votre code. Quelle magie elles utilisent, vous ne savez pas. Donc, en fait, quand une femme commence à vous regarder comme ça, surtout là où il y a l'argent, laissez-la simplement faire. Laissez-la gérer. Dites-lui seulement négocier. Dites que non, chérie, j'ai l'argent quelque part dans la maison. Mais vous savez la scolarité des enfants, vous savez qu'on avait envisagé une maison. En fait, vous inventez quelque chose pour qu'elle soit calme. Il faut inventer, ça c'est les tactiques. Mais ne dites pas qu'il y a un coffre fort. Non, non. Sachez seulement qu'elle l'a su. Mais allez quand même, allez, si on va dire, vous avez dit qu'il n'y a pas de vol en couple, mais elle a quand même piqué. Elle a construit dans le dos de son mari sans rien lui dire. Oui. Alors, comment est-ce qu'on assimile cela? Est-ce de la traîtrise? Est-ce de... Oui, il y a un choc. Il y a un choc. D'abord, quand ça arrive, pour les hommes, parce que je le comprends, il n'a pas fait l'éducation au mariage. Bon, ça peut gêner, mais ça ne doit pas vous amener à chasser la femme ou à faire ça. Et dis seulement que non, tu la sabzi, dis non, chérie, tu es forte. Tu es forte. Tu lui dis même que l'argent c'était pour acheter le terrain, même si ce n'était pas pour ça, même si c'était pour sa co-épouse ou ça, tu lui dis que voilà, c'était parce que comme les enfants grandissent là déjà et la situation est mauvaise dehors, c'était pour voilà. Et là avec la deuxième épouse, tu trouves un autre mot. Mais on ne chasse pas. Alors, parce que cette femme, c'est pas la vôtre, c'est la femme de la famille. Voilà. Vous n'avez pas à chasser une femme justement, et c'est vrai, elle ne nous a pas dit. Le titre foncier, du moins le terrain où elle est là, c'est au nom des enfants. C'est au nom des enfants. Voilà, au nom des enfants, non. Vous grondez parce que vous êtes un homme, parce qu'à un moment donné, vos projets sont coupés, mais non, vous n'allez pas la répudier. Alors, vous n'en parlez même pas dehors. Vous pouvez dire à un ami en blaguant que papa. Alors, madame a dit de la faire ceci, non, vous n'en faites pas un problème d'État. Isabelle Carole, est-ce que ça s'assimile justement à ce que très souvent sur ce plateau, on le dit ici, on ne trahit pas l'infidélité de sa femme? Est-ce que cette fois-ci n'a pas été infidèle quand même du point de vue, on va dire, sur les financiers? Elle a quand même pris l'argent de son époux. Oui, c'est vrai, elle a construit une unicité, ce qui n'est pas mauvais en même temps. Mais ne pas en parler à son époux, je posais la question pour tout à l'heure, est-ce que ça ne peut pas s'apparenter à la trahison, à faire des choses dans le dos de l'homme sans rien lui dire? Est-ce que ce n'est pas des choses comme ça qui pourront effriter la relation et amener ce dernier à ne plus vous faire confiance sur quoi que ce soit? C'est quand même bizarre. Il y a quand même pour moi, il y a des choses qui sont tellement louches dans cette histoire. Parce que si une femme décide de dérober l'argent de son mari au point d'aller acheter un terrain, construire une maison et tout, ça veut dire que peut-être qu'elle a un mari qui soit dépensier et ne soit pas dépensier avec elle. Parce qu'il y a des hommes comme ça, Michel Gatou, des hommes qui sont radins. C'est-à-dire on peut faire 1 mois chez lui, 6 mois sans manger un morceau de viande. Il a l'argent, il prend ça, il empile. Pour faire quoi? Dieu seul sait. Soit comme mon voisin me fait que me regarder, mais ce que je dis c'est ça. Il y a des hommes qui sont extrêmement radins, il ne peut pas m'influencer là-dessus parce qu'il faut que les hommes changent. Quand on a affaire à un homme chiche, comme on le dit trivialement, ça peut pousser, ça peut prêter des intentions à la femme. Et on ne devrait pas arriver à cela. Parce que Michel Gatou, en ce qui concerne les questions foncières dans un couple, c'est généralement l'homme qui est devant. Mais si vous voyez une femme se mettre désormais devant, ça veut dire qu'elle a été déçue par son mari. Soit il a pris de l'argent, il a hypothéqué cela, il a mal géré tout ce qui va avec. Elle se dit, au lieu de mourir comme ça, quitter chez mes parents, arriver chez mon mari en location, autant mieux j'aille bâtir un truc au moins pour mes enfants, parce que comme on ne sait même plus ce qui c'est là, peut-être que sa famille lui a réservé une femme quelque part. Demain, s'il n'est même plus là, on viendra me chasser de cette maison.
et prendre cette maison, autant mieux aller déjà créer un abri pour mes enfants. Ça veut dire qu'on est dans un couple où la femme est en insécurité. C'est ça. Elle est en insécurité et pour sauver sa vie et celle de ses enfants, parce que les hommes parfois, lorsqu'ils rencontrent une autre femme, ils ont même tendance à oublier toute l'histoire qu'ils ont construite avec vous. Donc elle se dit autant mieux d'abord privilégier ou encore mettre mes enfants à l'abri de toutes ces intempéries. Alors lorsqu'elle pique quand même, Isabelle Carole, est-ce que c'est pas la preuve en réalité qu'elle manque suffisamment de techniques pour amener son mari à céder justement aux besoins de construction, d'élargissement des besoins familiaux? Non, mais là, vous comprenez que la femme est allée plusieurs fois voir le mari. Chérie, écoute, j'ai besoin d'ouvrir un salon de coiffure. Je n'ai pas d'argent. Chérie, écoute, j'ai besoin de faire une boutique devant la maison. Je n'ai pas d'argent. Tous les jours, vous voyez ce même homme avec l'argent qui ne fait que... Mais vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que si elle avait fait autre chose avec cet argent, là, j'aurais compris que peut-être que c'est une femme qui a aussi des tendances à vouloir se lancer dans des choses mondaines et tout. Mais elle allait construire une maison et elle a mis le terrain au nom des enfants. Ça en dit long. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que dans un couple, on ne devrait pas arriver à ça. Mais on dit très souvent, vous pouvez... L'homme n'est bon, mais c'est la société, bien sûr, qui le change. Donc, vous pouvez arriver en mariage avec vraiment cet esprit de sainteté, de bonheur, de partage et tout. Mais vous avez en face un homme qui vous change, qui vous transforme. Et à la fin, vous vous dites, quel est l'intérêt? L'objectif principal, c'est quoi? Les enfants, ils doivent être là parce qu'eux, ils n'ont pas demandé à l'aide. Ce n'est pas eux qui m'ont demandé de choisir tel ou tel autre homme. Autant mieux les mettre d'abord à l'abri. Je crois que c'est ce que cette femme a fait. Elle ne devrait pas le faire. Elle devrait parler avec son mari. Mais on peut comprendre à un moment donné que l'homme a été comme un mur. Vous parlez et puis voilà, il reste justement insensible. Alors, cher Lamel, comment est-ce qu'on peut quand même être homme? On a son coffre-fort. On est ignorant du montant que l'on y met, au point où sa femme vient piquer de temps en temps des sommes, jusqu'à quand même 10 millions de francs CFA, aller bâtir... 10 millions ne représente rien. Bon, oui, je dis quand même, ça ne représente rien peut-être pour vous. Non. Ça ne représente rien pour vous, mais c'est 10 millions quand même. Alors comment... Oui, mais pour certaines personnes, c'est vraiment... C'est le ciel. C'est 10 millions quand même. Oui. On ne parle pas d'1 million ou de 100 000 francs. Il y en a qui sont déjà décédés, même sans avoir touché une telle Charles Lamel, on a quand même son coffre-fort. On y met de l'argent. Madame vient me prendre de temps en temps. Sans que vous vous rendiez compte. Est-ce que c'est possible ça? Monsieur Michel, avec tout ce, Monsieur Ngacho, avec tout ce qu'il a comme entreprise, c'est évident. C'est évident si le principe, c'est rentrer chaque soir, jeter, rentrer chaque soir, jeter. Vous allez vous rendre compte que dans ce couple, il y a beaucoup de cachotterie. On se cache des choses. Tellement de choses que l'homme ne veut pas que la femme découvre un ensemble de choses. Il éloigne la femme. Vous savez qu'il y a des hommes que quand ils entrent dans la chambre, ils ferment la porte à clé. Il attend dehors. La femme veut lui dire que madame, attendez dehors. Il ferme la porte. On ne sait pas ce qu'il fait dedans. Il y a des hommes, lorsqu'il construit la maison, il aménage des pièces secrètes que lui seul connaît. Parfois, la femme même ne connaît pas M. Michel Ngacho. On a eu à voir des personnes, oui, derrière des commodes, ils aménagent un ensemble de choses. C'est stratégique. Oui, c'est stratégique. Ça, c'est les bantous qui comprennent ça. Et il y a d'autres personnes qui ont une pièce. Ils disent à la femme, n'entre jamais ici. Mais malheureusement, quel que soit l'interdit que vous donnez à la femme, c'est là où elle va commencer à s'entraîner à violer. Donc, dès que vous lui dites que ne touchez jamais ça. Chaque jour, elle va s'asseoir ici et tout ça, il y a quoi? Quoi va me faire? Donc, il fait pour me tuer. Elle va tout faire jusqu'à toucher. Le monsieur, plutôt, je trouve que le monsieur, il a 3 points sur lesquels il s'arrête. Premièrement, le monsieur ne connaît pas le montant qu'il y a dans son coffre. Il ne connaît pas. Oui. Ça veut dire qu'il se pose des questions. Et si elle a pris plus que ce qu'elle dit, est-ce que je ne suis pas ruiné? Parce qu'il n'a pas le courage d'aller compter, M. Michel. En allant compter, la femme va dire que bon, soit alors on compte. En sortant pour le compter, ça va faire un nouveau débat. Donc tu avais tout ça et on souffrait de famille. Donc le gars est en train d'esquiver la première, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, comment a-t-elle su? A-t-elle connu mon code? Qu'est-ce qu'elle sait que je ne sais pas? Et c'est là la réponse. Voilà même l'épineux problème. Quand vous êtes avec une femme, elle connaît
Elle connaît votre code, elle connaît, ça veut dire, monsieur Michel Ngatou, que dans votre sommeil, est-ce qu'elle vous endort souvent barbiturique? Est-ce qu'elle vous a donné un produit qui vous fait parler dans les rêves? Vous savez qu'il y a des produits comme ça, on vous fait prendre, après des petits sorts d'eau, vous répondez normalement. On vous questionne, je dis, vous livrez, monsieur Michel Ngatou. Il y a des pratiques qu'on utilise, et c'est avec généralement la grenouille. Comme on utilise la grenouille composée sur une certaine partie du corps pour l'homme, on pose des questions, vous répondez dans votre sommeil. Et donc, il se retrouve là en disant, est-ce que je n'ai pas affaire à une femme qui a utilisé certains procédés pour que je livre un ensemble? Est-ce que c'est moi qui un jour j'ai parlé? Donc, vous voyez, il se retrouve en question. La troisième et dernière, pourquoi a-t-elle laissé, quand j'ai posé la question, que j'atteigne le niveau, vouloir jeter mon enfant dehors? Pourquoi est-ce qu'elle a laissé? Avait-elle un appui maternel, un sentiment pour ne pas empêcher? Pourquoi quand j'ai commencé à poser dans la chambre, ne m'a-t-elle pas répondu? Donc vous voyez, il y a un ensemble, l'homme est perdu, il faudrait qu'il se retrouve. Donc il n'a pas de questions, il n'a pas de réponse à toutes les questions qui se posent aujourd'hui. Oui, non, il n'en a Il n'en a pas. Il n'en a pas. Alors ça crée quoi? Un sentiment de méfiance permanent vis-à-vis de sa femme, quand même. De méfiance et de peur. Et de peur. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Non, il faut qu'il se retrouve. Parce que la mettre quand même dehors, Monsieur c'est trop Michel, compliqué. Non, la femme n'a quand même pas, cette femme, si elle donnait ça à un gourou de l'église, elle Par allait faire exemple. quoi? Donc il ne devrait pas la Voilà, si répudier. elle allait donner ça à un gigolo, Un ou dehors, elle pompier. allait faire quoi? À un pompier, qui n'est pas là. Il allait préparer l'avenir. En fait, la seule chose pour l'homme ici, c'est qu'il a peur. Il ne sait pas comment madame a compris. Nous qui savons qu'on peut déverrouiller ton téléphone, tu ris. Tu trouves? Même cette si tu as histoire- mis le code par la nuque, madame saura que c'est la nuque et elle va te soulever, elle mettra Voilà. le téléphone. La ici femme pour- gagnerait, je termine par là, la femme gagnerait à ne pas alerter la famille. Oui, tout à Parce fait. que si elle alerte la famille, il y a un autre problème. Tout à fait. Parce qu'il y a des membres de famille qui ont souvent posé des doléances. J'ai besoin de ceci pour faire, il n'a pas fait. Qu'une histoire comme celle-là sorte, elle va davantage amplifier. Donc elle gagnerait à se taire et l'homme gagnerait à retrouver la confiance. Tout à fait. D'accord. en sa Et femme. en plus, la formule est bonne. Elle est en train de rembourser. Voilà. Et c'est qu'elle a. C'est une femme adorable, Dominique Audrey. Non, adorable, non, Dans- elle fait quand même peur. Mais dans- adorable, c'est pas le- c'est une bonne femme, mais adorable, non. Dans une certaine mesure, parce que qu'on soit en couple avec un homme ou pas, moi je suis contre le fait qu'on se serve dans l'argent de son conjoint. Ouais. Que ce soit son mari, son petit ami, son père ou son frère, je suis contre ça. D'accord. Parce que si on a besoin de quelque chose, qu'on demande à la personne. Votre mari, votre conjoint peut avoir déposé 30 000 sur la commode ou bien sur le dessus de lit, alors que c'est un argent qui est prédestiné à quelque chose d'autre. Lorsque vous venez vous servir sous le fallacieux prétexte que c'est votre partenaire, vous le mettez en difficulté. Donc il faut simplement avoir la bonne manie. Je crois que ça c'est la base de l'éducation. Apprendre à demander avant de se servir. Lorsque vous demandez, on a la facilité de vous donner. Il y a également Mais que... certainement, ça s'est tenté hein, plus d'une fois. Comment On ne l'a est-ce pas qu'elle a écouté. tenté? Hein. Il y a des personnes qui, lorsque vous leur dites, j'ai besoin de 100 000 de capital, on ne va pas vous donner 100 000 comme ça. J'ai pensé à organiser ma table de commerce. Je vais vendre de l'huile rouge, je vais vendre du sel, je vais vendre des arachides. Et pour ça, je suis allée au marché, on m'a dit que le seau d'arachide coûte 3 000 francs, le bidon d'huile rouge coûte 2500 francs et tout. Donc au final, je pense qu'avec 50 000 francs, je peux commencer mon commerce. Là, une personne va vous donner parce que vous l'avez projeté dans votre Alors, projet. pour le cas de la femme aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne pas être répudiée, pour rentrer à la maison? Quelle est la technique féminine qu'elle peut mettre en application? Qu'elle donne d'abord le temps à son mari de retrouver ses esprits. Ouais. Puisque généralement, lorsque ça chauffe comme ça, c'est bon que chacun prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse mûrement. Le Je recul. crois que comme il les a mis On peut se dehors, reculer et se distancer définitivement. non, hein. c'est qu'il n'y avait pas de véritable relation. Ce n'est pas une dispute à la base qui est censée séparer des gens qui ont vécu quasiment une vingtaine d'années ensemble. Ouais. Lorsqu'on est suffisamment mature, on sait pertinemment que des problèmes, ça arrive dans le couple. Et tout réside dans la gestion de ces problèmes-là. Très Parce bien. que vous aurez n'importe quel problème avec votre partenaire. Si vous ne faites pas preuve d'une certaine grandeur, les problèmes-là vont réussir à vous séparer. Donc, la dame, il vous a mis dehors, vous lui donnez le temps de se refaire. C'est quand même 10 millions, mais c'est quand même bien parce que c'est de ce genre de femme dont on a besoin. Si, et seulement si, elle avait commencé par
investir ou bien dire à son mari, Massa, voilà, j'ai 50 000, je veux que tu complètes 100 000, ça aurait certainement donné le courage. Donc, aux femmes qui pensent que lorsque votre mari travaille, il doit forcément tout vous donner, non, ça n'encourage pas. Commencez par présenter, faites d'abord l'effort pour qu'on complète votre effort. Merci beaucoup Dominique Audrey et merci bien sûr à toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Vos avis également sont attendus sur notre page Facebook, madame, ou encore au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci de vous lire, du moins ce qu'on le fera tout à l'heure. Dans un instant, on passe à autre chose. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion par les mairies du droit d'assises spécial pour le traitement et l'enlèvement des ordures dans ce pays. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Mindevel, Georges Elanga Obam, vient de rappeler aux maires des collectivités territoriales décentralisées bénéficiaires du produit du droit d'assises spécial pour l'enlèvement et le traitement des ordures, l'obligation de produire une comptabilité spécifique sur la gestion de cette ressource. Va-t-il être entendu? Point d'interrogation. Comment comprendre la poubellisation des villes camerounaises au nom du principe suivant lequel les maires ne disposent pas encore des moyens humains, techniques et financiers suffisants, manque de matériel roulant, mauvais état des voies d'essai pour pallier à ce problème d'assainissement des ordures. Comment comprendre cette guéguerre qui existe entre les communes d'arrondissement et les maires de ville, à qui incombe la responsabilité dans les communes d'arrondissement? Au niveau de la collecte locale, il existe depuis et toujours un conflit de compétences entre la communauté urbaine ou mairie de ville et les communes d'arrondissement. Pourtant, la loi numéro 87, base 015 du 15 juillet 87, portant création des communautés urbaines, accordait aux communautés urbaines la compétence en matière d'hygiène et salubrité, alors que pendant ce temps, les communes d'arrondissement se chargeaient de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères. En attendant le décret d'application de la loi numéro 2004, base 018 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes qui confèrent les compétences de gestion au niveau local des ordures ménagères, l'insalubrité et la promotion des activités de produits agricoles. Le flou institutionnel n'est pas de nature à rendre aisée la gestion des déchets urbains. Mais ce qui est important, c'est que l'argent, une fois décaissé, est consommé tranquillement, laissant le flou surnager entre les maires de ville et les communes. Comment comprendre que les ménages affirment ne pas entretenir des rapports avec les services d'hygiène et salubrité de la commune? La seule activité à laquelle les ménages, les boutiques et commerçants prennent part est le jeudi administratif, obligatoire à tous et répressif en cas d'indélicatesse des différentes personnes occupant des boutiques et des ménages. Pourquoi les communes d'arrondissement ne se limitent qu'au jeudi administratif? Comment comprendre le fait pour l'État d'avoir placé la charrue avant les bœufs? Les communes bénéficient du droit d'assises alors qu'elles souffrent d'une insuffisance et d'une sous-utilisation du staff technique au niveau des municipalités. L'absence de données précises sur les ordures ménagères au niveau des municipalités. Le manque de communication entre les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et les usagers. Savez-vous que les populations ne sont pas toujours au fait des opérations menées et ne peuvent donc ni respecter les directives, ni prendre part? Les rares campagnes d'information organisées par les communes d'arrondissement, les rares campagnes de sensibilisation menées jusqu'ici sont restées trop partielles, formelles et bureautiques, sans réelle action sur le terrain. On comprend mieux pourquoi est-ce que les usagers
et les autorités se jettent mutuellement la responsabilité de l'insalubrité de la ville. Savez-vous que le secteur de l'enlèvement des ordures ménagères souffre d'une absence de textes juridiques qui réglementent la pré-collecte, la collecte et le transport des ordures au point de décharge? Comment comprendre cette multiplicité d'intervenants dans le secteur de l'enlèvement et du traitement des ordures, à savoir les acteurs étatiques, les collectivités locales, les acteurs non étatiques, ONG, GIC et les partenariats publics-privés? Comment comprendre ces maires qui, une fois installés, se retrouvent à créer des associations virtuelles, des associations artificielles, des associations fictives d'enlèvement des ordures? Dès les premières heures, ils achètent des tricycles. On voit les tricycles circuler à l'intérieur des quartiers pour la collecte et après, plus rien. Quelques mois après, elles disparaissent et on n'aperçoit plus ces différents individus qui ramassent les sacs de poubelle dans les quartiers. Que s'est-il passé? Point de question. Savez-vous et comment comprendre cette multiplicité d'intervenants? Au niveau étatique, bon nombre de départements ministériels se retrouvent impliqués dans la gestion des ordures ménagères à divers degrés. Nous avons le MINAT, nous avons le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, nous avons le ministère de l'Eau et de l'Énergie, nous avons le ministère de l'Environnement et la Protection de la Nature, responsable de la protection et de la gestion de l'environnement, le MINDU, ministère du Développement urbain et de l'Habitat, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, responsable à partir des financements des activités liées aux déchets. Mais les maires continuent de se plaindre qu'ils n'en perçoivent, mieux ils ne voient rien. Comment comprendre que son utilisation ne soit pas conforme à son objet en application du décret du 17 décembre 2019 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des droits d'assises spéciales destinés au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées? La collecte et la gestion des ordures ménagères souffrent dans les principales villes, en gros de l'absence ou de la faiblesse des taxes recouvrées, de l'étroitesse de l'assiette fiscale et du principe de l'unicité des caisses et de trésorerie qui occasionnent souvent des retards de paiement ou une réorientation des fonds destinés à la collecte des déchets. Comment les villes de Douala, Yaoundé s'en plaignent alors que Mora, alors que Ngaoundéré se bat à travers des tricycles à procéder à un travail efficient? N'ont-ils les mêmes moyens? Allez le savoir. Comment comprendre que les conclusions de la commission interministérielle de 1995 sur l'enlèvement des ordures ménagères qui proposait l'instauration de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères indexées par les factures d'électricité n'ont jamais été entérinées par le gouvernement? Allons savoir. Comment comprendre que l'on ne parvient toujours pas à distinguer les bacs à ordures des communes d'arrondissement et ceux de la société en charge dans les quartiers de nos villes? Comment comprendre ces couvertures partielles de la ville, que les déchets sont ramassés auprès des ménages et transportés par la brouette? Certains individus portent à la main, comme vous le voyez en illustration, dans les quartiers ici, ils transportent, ils travaillent pour des mairies. Voilà des individus qui bossent, mais malheureusement ne sont pas payés par les maires parce que les maires disent qu'ils ne voient véritablement pas de l'argent. On se retrouve à avoir des quartiers sales, des communes d'arrondissement qui perçoivent de l'argent, qui détournent, qui utilisent à d'autres fins autres que celles de l'enlèvement et du traitement des ordures. Ainsi va la République. Bravo à tous les maires. Les maires d'arrondissement attendent que c'est les maires de ville. Les maires de ville disent que vous recevez les financements. Pendant ce temps, ceux mêmes qui sont sur le terrain à se battre, à aider les mairies dans l'assainissement des quartiers, ils n'ont rien. Et où en sommes-nous aujourd'hui, cher ami? Merci beaucoup pour ces nombreuses interrogations portées dans la colère exprimée ce matin, tout en espérant que les Camerounais qui nous regardent en même temps aujourd'hui peuvent comprendre pourquoi véritablement on est mal dit, que nos villes sont sales, véritablement. Sales parce qu'il y a des conflits permanents entre les maires des villes et les maires des différentes localités ou vous voulez d'arrondissement, qui en réalité est censé s'occuper de la gestion des ordures, si vous voulez le ramassage, le traitement, qui sont ceux qui réellement devrait, c'est-à-dire dans les quartiers. Douala 5e, le maire de Douala 5, le maire de Douala 3, le maire de Douala 1er, ils ont des taxes
qu'ils perçoivent. Donc, ils ont de l'argent qu'ils perçoivent pour l'enlèvement, c'est-à-dire dans les quartiers, on sillonne et on collecte en ramenant vers la route. Voilà. Là où l'entreprise en charge vient d'apprendre. Il y a de l'argent frais, M. Michel Ngati. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cet argent, justement? Parce que la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait cet argent, justement. Bon, Bengan Kandji, on vous la pose la question en premier. Le conflit permanent entre ces maires des villes et les maires d'arrondissement qui, pour beaucoup, perçoivent de l'argent pour le traitement de ces ordures, sur les sorties des quartiers et les mettre sur les grands axes. On ne les fait pas. Mais on perçoit l'argent annuellement et ça se passe tout le temps comme il est à la poste. Personne ne s'en indigne. Comment vous comprenez ça, vous, Mombo? Je comprends ça dans le soutien que je pourrais apporter au ministre actuel de la décentralisation et du développement local. Monsieur Olanga, oui, il a bien fait d'interpeller les maires sur cet aspect-là, cette situation. Et c'est maintenant aux maires, d'abord, parce que les maires, écoutez, même si vous avez une shop au quartier, il y a une taxe d'hygiène que vous payez. Et les maires doivent même aller plus loin pour regarder est-ce qu'il y a les latrines, est-ce que. D'abord, au niveau de l'assainissement, de la propreté, de l'hygiène de la propreté. Je pense que pour les communes de Douala, oui, c'est le rôle qui incombe au 6e adjoint. Il est chargé de l'hygiène, l'assainissement et tout. Les 6e adjoints, le 5e, 6e adjoint. Je pense que c'est leur rôle. Donc, ils doivent le faire. Et c'est bien que ce soit le ministre qui les interpelle. Là, maintenant, ça va créer une situation au niveau beaucoup plus élevé, au palier supérieur, c'est-à-dire la mairie de la ville. Va donc maintenant régler le problème avec Isakam, la société pour le moment. Est-ce qu'il a une exclusivité? Je pense que depuis 2017, le chef de l'État a d'ailleurs levé cette exclusivité. Isakam a permis qu'on ouvre au gouvernement d'ouvrir le marché. Mais il se trouve que Isakam a dit oui, mais vous me devez de l'argent, plus de 50 milliards, payez-moi mon argent. Et voilà, l'État du Cameroun, à travers le gouvernement, n'arrive toujours pas à payer, à solder l'argent de Isakam. On donne sa dose homéopathique comme ça et tout. Donc le problème est sérieux et il faudrait, dans le cadre de la décentralisation, commencer justement à responsabiliser ces maires-là. Parce que lorsqu'on parle d'hygiène, santé, environnement, il faudrait que les maires, j'allais dire, fassent participer les populations dans l'assainissement. Parce qu'en fait, même lorsqu'on choisit les conseillers municipaux, c'est généralement par quartier. Par quartier, dans nos villages, c'est par village ou par regroupement. On sait que tel village, il faut quelqu'un pour avoir le vote, pour que toute la commune vote votre liste. Donc, il faudrait procéder à cet assainissement-là. Et ça va même de la responsabilité du citoyen. Parce que vous et Dominique, vous aimez interpeller, vous dites la responsabilité. Et là, je suis d'accord avec vous. Donc, comme l'Africain ne s'accommode pas de la saleté, contrairement à ce que j'entends là. Et entendre des expressions de l'huile au noir. Non. Même dans nos villages, le fumier était loin de la maison. Donc, on a commencé à tricher la civilisation occidentale où on dort avec la poubelle. Bon, on dort avec la poubelle à la maison. Nous, on ne dort pas avec la poubelle. Il faut bien sûr les sorties des quartiers. Voilà, il faut donc les sorties des quartiers. Donc, les 6e adjoints, si vous voulez, 5e, les 6e adjoints, justement, des différentes mairies, aujourd'hui sont interpellés sur la question. Tout à fait. Et ça va poser donc le problème. Qu'ils ne restent pas là à attendre le vendredi, le samedi pour organiser les mariages. Donc, voilà. Donc là, oui, tout à fait. À commencer par les quartiers et surtout les quartiers. Les quartiers et les routes secondaires. Mieux vaut même assainir vos quartiers et laisser ça au niveau des grandes artères routières pour qu'on sache que Isakam et la mairie de la ville n'a pas pu. Alors, mais dans les villages où elles sont seules, les maires d'arrondissement sont seuls là-bas, ils doivent voir maintenant et aller plus loin parce que le Conseil économique et social aussi, on a agrandi, on a élargi son champ d'activité en y intégrant justement l'assainissement et la déréglementation climatique. Donc, ça relève. On va bien sûr, Dominique voudrait tenter de mieux comprendre aujourd'hui. Lorsqu'on sait, Benga l'a très bien dit, dans des quartiers, on a des conseils municipaux en fonction des quartiers que l'on peut avoir dans un arrondissement bien précis.
et que l'on en arrive à ce niveau où on ne parvient même pas à assainir ces quartiers, est-ce que les populations aujourd'hui peuvent se lever et se demander au moins qui est conseiller municipal ici qu'on peut toucher en premier pour lui dire mais monsieur, pour le bien de la communauté, pour le bien des quartiers, pour le bien de notre arrondissement, nous vivons avec la saleté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le Camerounais qui nous regarde ce matin à interpeller le conseil municipal pour lui rendre compte de ces réalités de son environnement? Si je m'en tiens à ce qui a été dit précédemment, ce fameux conseiller ou bien ces fameux conseillers sortent des quartiers. Bien sûr. Donc ils voient également les poubelles qui jouxtent, en français, qui jouxtent tous ces endroits-là, toutes ces rues. Au niveau de l'école publique New Dato, par exemple, moi j'ai jamais compris par quelle alchimie on pouvait faire ça. Il y a une poubelle qui est séparée par un mur avec cette école publique-là, une école primaire. Il y a une poubelle là-bas, il y a les poubelles un peu partout. Donc ils le voient déjà. Ils consomment, ils boivent et mangent toutes ces odeurs-là avec les pauvres citoyens. On a ça en partage malheureusement. Donc on n'a pas besoin de le leur rappeler parce qu'ils le savent déjà. Le Cameroun a ratifié quasiment une centaine de conventions sur la protection de l'environnement, convention de Montréal, convention de Kyoto, énormément de conventions sur la protection de la couche d'ozone, sur la protection de la flore, sur la protection de l'environnement, tout le charabia là sur l'environnement. Mais malheureusement, lorsqu'on revient ici, à aucun moment, vous n'êtes pas gentil, hein? à aucun moment, puisque ça ne sert à rien. Pourtant, nos lois stipule notamment l'article 42 que l'environnement fait partie du patrimoine, soit à l'article 2, l'environnement fait partie du patrimoine camerounais et on se doit de le protéger. En français simple, on dit également que la poubelle ne doit pas être, du moins on doit nettoyer pour que cette poubelle-là ne mette pas à mal, ne soit pas nocive pour les populations camerounaises. Mais malheureusement, combien de maladies est-ce qu'on développe simplement en inhalant les odeurs qui se dégagent de ces amas de détritus? Personne ne sait. Aujourd'hui, on sait juste que nos hôpitaux sont remplis de personnes qui sont malades sans même savoir d'où est-ce que viennent ces maladies-là. Donc aujourd'hui, et c'est bizarre parce qu'en 2019, on a voté une loi de finances les droits d'assises justement, qui prévoyait qu'il y aurait un autre financement à part la taxe d'hygiène. C'est ça, si je me trompe, qui prévoyait qu'il y ait une taxe pour pouvoir gérer ces ordures-là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas respecté? Pourquoi on n'a pas implémenté cela? Du moins, si c'est respecté, pourquoi est-ce que les sociétés, parce qu'on a ouvert le marché à d'autres sociétés, jusqu'ici, je n'ai jamais rencontré la société concurrente à la société. Ils n'ont pas encore soumissionné, on ne sait pas. Non, il y a eu des soumissionnaires français qui sont arrivés. On s'en souvient du temps de Timivuna à la commune urbaine de Yaoundé. On sait en même temps les saltations qu'il y a eu autour, mais dire en même temps qu'on est dans une réelle mafia. Merci beaucoup Dominique Audrey pour votre analyse ce matin. Mais des questions environnementales nous interpellent. Vous également qui nous regardez, comment parvenez-vous réellement à assainir votre environnement? Est-ce que les maires ou encore les conseils municipaux de vos différents arrondissements sont conscients du fait que les ordures qui sont au bordure de vos différentes maisons devraient absolument être retirées avec votre concours d'ailleurs et se retrouver sur les grands axes pour que l'entreprise qui est susceptible de les ramasser puisse faire son travail aisément? Qu'est-ce que vous vous en dites véritablement? Comment vivez-vous avec des ordures alors qu'en réalité les mairies ont de l'argent pour faire ce traitement pour vous aujourd'hui? Les populations le font, Michel. Enfin, non, c'est juste sauf qu'ils improvisent les poubelles partout désormais. Allez, bon retour à vous mesdames, bienvenue à l'instant. Si jamais vous prenez le regard, si vous prenez la peine bien sûr de nous regarder devant votre petit écran, merci de nous rejoindre. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit avec la grande famille. Allez, à l'instant nous revenions quand même sur la question, si vous voulez, sur la gestion des ordures dans les arrondissements et même dans la ville, dans les grandes villes du Cameroun aujourd'hui. Comment peut-on le dire quand même que le Cameroun est un pays sale alors qu'en réalité les maires d'arrondissement et les maires des villes ont un travail, ou si vous voulez, une mission importante à gérer dans ces cas-là. Comment peut-on aussi parler d'environnement ou la question de la gestion de l'environnement au Cameroun sans y mettre un accent particulier? Juste un trait d'union, Isabelle Carole. Vous y comprenez grand-chose quand même à ces revendications que les Camerounais font aujourd'hui et estiment quand même qu'il faudrait
très vite faire pour assainir les différents environnements des quartiers et des grandes villes aujourd'hui? Oui, je crois que c'est une question urgente, c'est une question importante. On sait tous qu'un corps sain a besoin d'un environnement sain et on sait très bien dans quel état se trouve une ville comme celle de Douala ou encore bien d'autres villes. L'insalubrité a atteint pour ma part, comme tout le monde peut le constater, son paroxysme. C'est vrai qu'il y a des quartiers où les jeunes essayent tant bien que mal à se battre pour pouvoir assainir leur environnement immédiat, mais ce sont des actions qui sont insuffisantes. Sont des actions qui méritent des accompagnements et je crois qu'à ce niveau, on a des entreprises en charge justement de pouvoir assurer une ville propre et qu'on a également des mairies qui ont également cette responsabilité-là. En tout cas, on en parle avec vous, madame, messieurs. Mais Charles Amembadjo, au final, peut-être pour qu'on se comprenne très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour, au plus vite justement, pousser les maires des villes à prendre conscience de cette urgence-là? Qu'ils arrêtent le flou, tout simplement, qu'ils arrêtent le flou. Dans beaucoup de mairies, on a des associations créées par des maires. Vous savez, cela obéit à ce qu'on avait appelé le PSU, le Programme Social d'Urgence, qui avait été lancé en 1996. C'était un programme bilatéral Cameroun-Banque mondiale pour un financement de 2 milliards, M. Michel Ngachou. Il faut le dire, annuel de 2 milliards qui était reparti pour permettre aux différents quartiers, on les appelait à l'époque les éboueurs. On les appelait les éboueurs. Il y avait plusieurs associations. Seulement en 1996, on comptait 26 associations chargées de l'encadrement des éboueurs pour une ville comme Yaoundé. La ville de Douala comptait environ 35 associations EGIC pour qu'on appelle les éboueurs pour le nettoyage. Chaque maire qui arrivait, suivant le mandat, créait son association pour pouvoir pallier à cela. On achetait des tricycles, d'autres achetaient, M. Michel, des gros pouces. Vous les voyez se balader avec des gros pouces. Ils entraient dans les quartiers pour assurer le nettoyage. Est-ce que le travail qu'ils font à ce niveau... 1500 francs, c'était dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. C'était 1500 francs qu'on payait par jour aux différents éboueurs. Après, la mairie de la ville est arrivée, elle a dit, ok, nous on prend le curage. On va prendre le curage des caniveaux, on va nettoyer. Bon, les mairies, les communes d'arrondissement, contentez-vous des quartiers, le balayage, vous nettoyez, vous faites le ramassage, la pré-collecte pour amener au niveau des axes. Ça n'empêche pas que ces 2 milliards de francs CFA, on arrive en 2004, il y a de nouveaux textes qui sont toilettés, aménagés. On dit désormais, vous pouvez prélever cet acte et cet acte vous permettra justement de concourir à l'embellissement de la commune, au nettoyage de la commune. Bien sûr. Sauf que ce n'est pas ce qui est fait, il faut le dire, c'est pas ce qui est fait. On voit dans des quartiers, vous avez des zones, et parce qu'on s'est rendu compte, l'entreprise se plaignait qu'elle ne pouvait pas entrer dans certaines zones. Il fallait véritablement permettre. Les maires aujourd'hui, c'est devenu une niche de corruption, une niche... Parce qu'en réalité, il n'y a pas de gestion. On va dire, on ne regarde pas ces lignes-là quand même. Et pourtant... C'est pour ça que le Mindevel, lorsqu'il s'est rendu compte, il a frappé du poing en disant « Rendez compte ». Vous devez rendre compte de comment vous avez géré. Vous allez vous rendre compte que ces jours qui arrivent, beaucoup d'associations vont encore le sortir parce que les gens perçoivent. On va sortir 2 ou 3 tricycles. Vous allez voir dans les quartiers, les différents quartiers, vous allez les voir. Boum, 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 boum. On passe, on collecte, on ramasse et tout. Et après, on disparaît. Quand la pression du Mindevel va baisser, terminé. Et les populations, dans ce cas, qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est pas les populations, c'est les chefs de quartier. D'accord. C'est les chefs de quartier. Quand vous dites des populations, si le chef de quartier, chaque bloc, vous avez le concept qui a été lancé par le MINDU, ville propre, quartier propre et tout, mais il faudrait qu'il travaille. Il y a des fonds. Je vous ai parlé de tous ces ministères. Il y a des fonds qui sont alloués pour permettre cela, M. Michel Ngachou. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je crois que le ministère de l'Environnement doit regarder, le MINDU doit regarder, le maire même de la ville doit être regardant, le Mindevel doit être regardant en disant, écoutez, travaillez. Et les chefs doivent dire, dans mon quartier, je ne vois pas les associations. Le maire mange de l'argent là, ça part où? Merci beaucoup, cher Lamel. Tout en espérant que lorsque le chef de quartier le fera, on ne viendra pas... on ne viendra pas enlever le drapeau devant justement sa chefferie. Allez, merci de rester des nôtres, madame, messieurs. Vos nombreux messages, nous les lisons tout de suite et surtout, nous tentons de vous comprendre. Dominique Audrey, je commence par vous. Sur Equinox TV, pour ceux qui nous écrivent sur Facebook, qu'est-ce qui se dit là-bas?
Benoît Asako Lamba dit que je pense qu'elle protège ses arrières. C'est sûr que son mari envisage une deuxième femme. Sinon, je ne comprends pas pourquoi elle a emprunté de l'argent en cachette. Emmanuel Tchatchoua nous dit bonjour à vous. Moi, à la place de l'homme, si les papiers de la dite maison sont à mon nom, alors ça ne me pose aucun problème. Fabrice Luther, un homme maudit, plein d'orgueil et de méchanceté. Il veut le pouvoir à lui tout seul. Je dis qu'il est méchant, cet homme. Mais sur quoi se base-t-elle pour le traiter de maudit? C'est un homme. Oui, mais... Oui, qu'il est méchant. Qu'il est méchant, peut-être parce pourquoi? qu'il a chassé sa femme. Non? Ah. Prosper Capnou, c'est du vol. Si vous prenez l'argent de votre mari sans son autorisation, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon exemple. Même sous le régime des biens communs, toutes les dépenses se font au vu et au su du couple. Alexandre Tchatchoua, si la femme a pu faire cela, combien de fois si c'était 20 millions? Elle n'a rien à se reprocher. Elle agit comme une femme mature. Bravo, madame. Sidik Rey nous dit que le football n'a jamais empêché un peuple de se développer. Au contraire, d'autres l'utilisent à bon escient. Ah bon? C'est sérieux, ça? Le football a développé quel pays? Chaque femme doit avoir sa part qui reviendra à ses enfants parce que vous les hommes, vous êtes des hypocrites. C'est après votre mort que 1000 enfants se présentent avec des actes reconnus. Dis donc c'est toujours eux qui discutent les biens dont ils ne savent rien des origines. Son mari doit lui pardonner d'avoir utilisé son argent pour un bon investissement. Voilà. Odile Michel Dionunjomo, il nous boule les oreilles avec Covid et les ordures ménagères qui constituent un grand foyer visible. Ne leur dit rien. Drôle de pays. Voilà. Et Isabelle Carole, en SMS, qu'est-ce que nous avons? Je dirais pour ma petite contribution face à ce problème, cette femme a bien fait pour ne pas dépenser cet argent inutilement, que cette femme reste d'abord hors de son foyer pour que l'attention de son mari se calme, mais qu'elle fasse l'effort de lui faire des petits messages de pardon et de réconciliation entre eux. Je félicite aimablement cette femme. C'est Ella Enone Eric depuis Mwangi qui envoie cette réaction, autre message. Est-ce que cet homme justement, je pose la question trivialement, est-ce que cet homme devrait répudier cette femme véritablement? Non. Parce que il faut pas. L'intérêt quand même de la répudier. S'il la répudie, c'est qu'il avait l'intention de la répudier. Il faudrait qu'il écoute un peu plus sa femme parce qu'elle a des projets porteurs. Certainement, la femme n'a pas la liberté de s'exprimer dans le foyer. Alors qu'il y a des femmes qui sont derrière, mais c'est le mari qui est devant. Mais c'est elle qui donne les directives. Parce qu'il y a des femmes qui ont la vision, contrairement à leur mari. Donc, elle peut voir des choses et maintenant, elle en parle avec son mari qui implémente les choses parce qu'il est l'homme. Donc, s'il lui donne un peu plus de liberté d'expression dans le foyer, il va se rendre compte qu'après l'investissement des mini-cités, peut-être ce sera une alimentation, peut-être ce sera Est-ce que le problème, c'est au niveau de la liberté d'expression en Bengale? Non. Il y a des problèmes. La complexité dans le couple, la vie de couple, existe qu'il y a des problèmes où on ne peut pas prévoir la réaction de l'autre. Vous qui avez été à l'école, vous avez lu les mains sales. Hugo Barin dit quoi? A-t-il tué Oderer parce qu'il a trouvé sur sa femme? C'était quoi? Voilà, c'est ça qu'on appelle être en situation. Lui, il dit qu'il a tué Oderer parce qu'un homme comme lui, il ne peut pas se rabaisser comme tel. Donc, en fait, c'est une déception. Mais est-ce qu'il l'a tué parce qu'il était sur sa femme? Il l'aurait tué parce qu'il avait volé, parce qu'il avait menti? Donc, il y a des choses comme ça. Vous ne pouvez pas de prime abord savoir que lorsque ma femme va faire ci, je ferai ça. Ce n'est pas de manière arithmétique. Oui. C'est pour ça que la philosophie africaine parle de la complexité. Et dans la complexité, il y a la spiritualité dedans. Donc en fait, nous évoluons dans un truc que s'il y a ceci, il peut aussi y avoir ça. Donc, il y a dans cette spiritualité qu'il y a le profane. Tout s'entremêle. Il faut seulement se rendre compte qu'elle a vu. Bon, d'accord.
vous trouvez un moyen. Parce qu'en fait, c'est la recherche du bonheur, la recherche du bien-être. Comment ne pas parvenir au déséquilibre de la vie en couple? C'est ça le maître mot. Merci beaucoup. Allez, donc, l'énervement ne doit pas vous amener à faire des choses... Isabelle Caron, nous poursuivons avec les messages, je vous en prie. Alors, ce monsieur doit ramener sa famille à la maison et récupérer tous ses biens parce que trouver une femme comme ça de nos jours, c'est extrêmement rare. Amadou qui nous envoie ce message depuis Limbé. Bonjour à toute l'équipe du Zénith. Je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de vol en couple. Je voudrais savoir si le terrain est au nom de la dame ou de son conjoint. Ceci étant, la dame devrait prendre du temps, du recul et laisser le temps au monsieur de répondre à certaines questions à lui-même posées. Il est de noter que cette femme n'a pas présenté un projet bien structuré à son époux. Hervé Noou qui signe cette réaction. Bonjour le plateau, je ne suis pas d'accord avec la manigance de cette femme. Elle ne devrait pas se permettre cela. Bien vrai que son mari ait de multiples activités rentables, elle ignore tout de même la provenance et la destination de cet argent. Parlons peu et parlons vrai. Si cet argent provenait d'une tontine sectaire, qu'elle doit écoper les conséquences. Femme, la curiosité est souvent bien, mais parfois pas. Le russe Marco ça rejoint certainement ce dont Chalamet parlait tout à l'heure. Que les femmes apprennent à un moment donné à écouter, à respecter les interdits que les époux leur font. Parce que quand on vous dira « ne le faites pas », pourquoi vais-je ne pas le faire ? Pourquoi est-ce qu'il m'interdit d'entrer ici? Pourquoi est-ce qu'il m'interdit de toucher justement son téléphone? Pourquoi est-ce qu'il m'interdit de toucher son coffre-fort? Est-ce que ce n'est pas justement l'ensemble de ces questionnements, Chalamet Bachou, en réalité, qui sont à l'origine de ce type de problème que l'on a aujourd'hui et parfois des séparations incongrues? Vous allez vous rendre compte que l'homme devient violent dans les couples lorsque plusieurs fois il a eu à donner certaines interdictions à la femme et la femme s'arrange toujours à les violer, à outrepasser. Oui. Je t'ai déjà dit que quand je parle, tu te tais. Tu me laisses, je parle. Lorsque vous parlez, la femme parle. Vous parlez, elle parle. Finalement, ça devient le ping-pong. À chaque fois, il élève. Instantanément, ça devient, c'est comme un instinct. L'homme bondit. Je vous ai dit, l'homme ne sait plus avec qui il est. À quel niveau elle le connaît. L'homme vient de se rendre compte qu'il a vécu avec, qu'il est nu. Parce que si la femme réussit à avoir votre côté, je vous ai dit, il y a des hommes quand il est dans la chambre, il ferme la porte. Tout ce qu'il fait dedans, c'est après qu'il dit tu peux entrer. Vous ne savez pas ce qu'il fait à l'intérieur. Il peut avoir ses cachettes, il peut avoir. Chacun sait comment il s'organise. L'homme découvre que sa femme va, lui qui pénètre seul pour traficoter son... Est-ce qu'elle se cache derrière le rideau pendant qu'il est en train de... Comment est-ce qu'il fait pour ne pas l'avoir vu? Est-ce qu'elle a mis des caméras? Monsieur Michel, vous êtes dans une instabilité. Je vous assure, même boire, vous ne pouvez pas boire. En ce moment, vous sentez que la femme... Maintenant, si elle connaît votre compte, ça suppose qu'elle a accès à votre téléphone, qu'elle a peut-être cloné votre téléphone, qu'elle voit tout ce que vous faites comme message, envoie. Qu'est-ce que d'autre? Parce que là aussi, ça interpelle la culpabilité de l'homme. Est-ce que l'homme n'est pas coupable de quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas un autre foyer? De quoi a-t-il besoin? Il y a tellement d'interrogations. C'est l'homme qui devrait se retrouver. On est quand même d'accord tous ensemble sur le plateau. On est quand même d'accord sur le plateau qu'il y a des téléspectateurs qui valident l'attitude de la femme. D'aucuns disent non. Non. Alors, c'est vrai, on est quand même un peu... Ils sont d'accord avec le vol. Non, il n'y a pas le vol. Beaucoup estiment non, que c'est pas le vol. C'est pas le vol. Madame prend tes choses, c'est pas le vol. C'est pas le vol. D'accord. Non, c'est pas le vol. Elle a demandé plusieurs fois, l'homme... Mais si elle prend en cachette, ça veut dire qu'elle vole. Et le monsieur doit se dire que c'est la 40e fois qu'elle le vole. Elle connaît son mari. Et c'est, si je lui dis, monsieur, j'ai pris l'argent dans la notice, monsieur va répondre. Maintenant, il y a une bonne cause à honorer. Là, on ne peut pas parler de vol. Bon, et si elle n'avait donc pas fait la maison, on aurait dit qu'elle a volé? Oui, ça veut dire qu'elle a dilapidé l'argent. Et là, ça rend encore plus... Non, ça rend encore plus l'homme plus nerveux. Et alors, il y a un téléspectateur qui a posé la question de savoir si c'était l'argent de la sorcellerie. Quelles seraient les conséquences pour elle? Ou bien est-ce que ça l'impacterait elle? Bon, oui, même l'argent volé. Même l'argent volé. Quand on vole dans les fonds publics là, ou l'argent que quelqu'un vous investissez pour ses enfants, ça vous suit.
C'est pour ça qu'on vous dit qu'en Afrique, le spirituel n'est pas séparé du profane. Vous avez un papa qui est ministre, au douanier, il est n'importe où, il vole, il construit des maisons, il fait ceci, il est dans des affaires. Ça aura un impact sur vous, que vous le vouliez ou non. Vous allez assumer des conséquences néfastes de ce vol dans des pouvoirs publics. Donc, il n'y a pas que l'argent que Bombora fait, il a parlé dessus, il l'a mis ici. Donc, même ce que j'ai volé, quand on m'a donné un projet, par exemple, ce que les maires font là, par rapport à la colère de Chalamel, si vous avez détourné cet argent qui allait à l'assainissement public, tant pis pour vous. D'accord, merci beaucoup Mohamed. Merci infiniment de rester avec nous, madame, messieurs. Dans un instant, si tout se passe bien, nous serons avec Constille Amine pour parler sur REPCO également. Question de lui accorder cet espace comme ça se doit tous les matins. Nous allons justement on va se poser une petite question sur ce plateau. Ça fait débat quand même aujourd'hui dans des maisons, sur Internet, la question des trains au Cameroun. Bon. Non, laissez ça, pardon. Il y a les trains au Cameroun. La question des trains au Cameroun. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas de tout ce débat quand même. Tout ce débat quand même, beaucoup estiment que le train qu'on a au Cameroun, c'est des trains qui... C'est les trains de 1914. Quand même. C'est les trains de 1914. On n'en fabrique plus. Pourtant, l'écart, c'est 0,90 mètres. Or, aujourd'hui, ça doit être en 1,435 mètres. On a quand même vu le ministre des Transports se régime. John Bengeninde avait fait la même chose pour les vieilleries qu'on avait prises au Portugal, qu'on avait mis de côté pendant 17 ans. Là, on a badigeonné quelque chose, là, on a mis la peinture, on a refait. C'est des vieux trains. Des vieux trains, là. Et l'État du Cameroun, et là, je n'accuse pas le partenaire français, hein. C'est l'État du Cameroun qui nous a mis dans cette situation-là. Donc là, ce n'est pas Bolloré. N'est-ce pas? Oui, c'est l'État du Cameroun qui est en train de nous amener dans la supercherie totale. Je dis bien c'est l'État parce que dans ce que les gens ne savent pas, dans la concession, d'abord ça s'est fait le 1er avril 1999. Donc c'était un gros poisson d'avril là. Le gars qui a gagné le marché, ce n'était pas Saga qui est devenu Bolloré Africa Logistique. C'était Comazar qui avait gagné. Comment on vient donc l'État du Cameroun amène Comazar à travailler au même moment que le groupe Saga? Donc Comazar avait la direction générale et les finances étaient assurées par Saga. Comment les mettre alors que quelqu'un a raté, il a soumissionné, il a perdu et on le met. Et l'État prend sur lui de s'occuper de la voie ferrée, des installations et tout. Et demande donc à ceux qui ont investi, et puis vous pouvez faire de l'argent. Donc voilà ce qui se passe. Parce que quand on veut parler de ces problèmes-là, c'est Chalamel, non, Isabelle Carole d'abord. Vous avez vous aussi regardé les images, Isabelle Carole, à la fois des Camerounais qui sont allés regarder, comparer le chemin de fer sénégalais, le chemin de fer ivoirien au Cameroun. Tu commandes des chemins de fer et ceux qui n'est pas chemin de fer. Il n'y a pas de chemin de fer au Cameroun. C'est pas parce que vous voyez deux rails là. Est-ce que c'est pas trop de honte quand même? Trop de honte quand même pour nous qui estimons être quand même en voie de l'émergence et qu'on ait encore des trains qui datent de Mathusalem aujourd'hui. On a l'impression que justement, il n'y a pas de honte là-dedans, puisqu'on a vu des députés qui justement sont retrouvés dans des trains et qui n'ont pas hésité à mettre sur les réseaux sociaux comme quoi et tout. On est dans un endroit, dans un train où tout a changé. Vraiment, il y a le confort et tout ce qui va avec. Quand ce sont deux députés qui font ça, qu'est-ce que les autres diront? Quand on voit un ministre de Transport encensé de pareils engins, qu'est-ce que vous voulez que nous, bas peuple, disons? C'est extrêmement catastrophique. Bref, ce n'est pas à l'image du pays. Puisque quand on regarde même seulement l'état de ces trains, seulement vu de l'extérieur, franchement, ça laisse simplement à désirer. Et on se pose bien la question de savoir où en est-on justement dans ce pays quand on parle quand même des questions de transport et tout. Comment on ne prend pas ce genre de préoccupation à cœur? C'est quand même très catastrophique quand même. Merci beaucoup Isabelle Carole. Allez, tout de suite madame, messieurs, nous parlons sur REPCO. Constille Amine nous retrouve sur notre antenne. Merci de garder le bon cap avec nous. Constille Amine, bonjour et bienvenue.
Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Ah ben oui, ces magasins qui ont choisi le concept Salaka comme concept qui assure leur communication commerciale. C'est donc l'occasion plus que jamais de dire déjà 1000 fois merci à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Bien sûr, tout autour de moi, je suis entouré d'un produit de qualité. Je suis entouré d'un produit qui est important. Je suis entouré des carreaux. Et quand on parle bien sûr des carreaux, on parle encore et encore de l'un des leaders en matière de vente de carreaux sur le marché camerounais et africain. C'est bien entendu les magasins Sorepco. Parce qu'il faut le rappeler qu'on a des clients qui viennent du Tchad, du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire de la Centrafrique, du Gabon et même du Sénégal. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, parce que les Sénégalais résidant au Cameroun achètent leurs carreaux du côté bien sûr des magasins Sorepco. Alors c'est quoi la particularité de nos carreaux? C'est déjà des carreaux solides, c'est des carreaux épais, c'est des carreaux qui sont faciles à nettoyer, c'est des carreaux qui ont un design exceptionnel, c'est des carreaux qui embellissent de plus en plus votre maison. Imaginez aujourd'hui au 21e siècle une maison qui n'a pas de carreaux au sol, elle ne ressemble à rien. Donc pour la beauté, la sécurité, la garantie de votre maison, alors je vous conseille d'aller dans les magasins Sorepco et en ce moment vous avez une promotion des carreaux grand format à des prix vraiment dérisoires dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Nous allons tout de suite commencer par la première offre qui est celle qui vous permet d'acheter 300 mètres carrés de carreaux et de recevoir 25 sacs de ciment colle. Oui, vos sacs de ciment colle vous sont offerts gratuitement quand vous achetez 300 mètres carrés de carreaux grand format. Et quand on parle bien sûr des carreaux grand format, on parle des carreaux 40 par 60, 60 par 60, 80 par 80 et même au-delà de cette dimension, vous les avez dans les magasins Sorepco, les carreaux de qualité, les carreaux d'origine, les carreaux qui sont vendus à moindre coût, c'est bien sûr dans les magasins Sorepco. Et bien entendu donc toujours dans le cadre de cette grande promotion, on parle également de plus en plus de 150 mètres carrés de carreaux achetés. Vous avez droit à un magnifique cadeau du côté bien sûr des magasins Sorepco dans le cadre bien sûr de cette grande vente promotionnelle. Et bien sûr, je rappelle que c'est plutôt 600 mètres carrés de carreaux qui vous donnent droit à une cuisinière Nexus au lieu de 150 mètres carrés. C'est une erreur commerciale qui vient bien sûr de l'infographe. Donc je rappelle, c'est plutôt 600 mètres carrés de carreaux qui vous donnent droit à une cuisinière Nexus et 150 mètres carrés de carreaux vous donnent droit à une centrifugeuse de qualité supérieure dans les magasins Sorepco. Nous restons toujours dans cette vente promotionnelle, chers téléspectateurs. Les carreaux de qualité, les carreaux d'origine et ceux qui ont besoin de 100 mètres carrés de carreaux, nous vous donnons 6 sacs de ciment colle. Donc n'hésitez surtout pas, venez dans les magasins Sorepco et offrez-vous le meilleur des carreaux. Les carreaux de qualité, les carreaux d'origine, c'est dans les magasins Sorepco. Je rappelle que les prix sont bas, les prix sont à la portée de tout un chacun. Vous achetez 300 mètres carrés de carreaux, nous vous donnons 25 sacs de ciment colle. Vous achetez 600 mètres carrés de carreaux, nous vous donnons une cuisinière Nexus dans n'importe quelle agence Sorepco. Et ceux qui ont besoin de 100 mètres carrés de carreaux, il y a toujours des cadeaux dans les magasins Sorepco. Alors je vous invite, chers téléspectateurs, de vous rendre, que ce soit du côté d'Aqua, du côté bien sûr de Bonaberi, du côté de Bonamoussali, du côté de Yaoundé, quelle que soit l'agence de Sorepco, vous avez droit à des carreaux de qualité. Regardez bien sûr la beauté, regardez le design, regardez comment c'est nyanga, oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore sur n'importe quel carreau? Non. Allez uniquement dans les magasins Sorepco parce que là-bas, vous avez la promotion des carreaux. Il y a également des cadeaux qui accompagnent chaque achat des carreaux dans les magasins Sorepco. Donc, Mototanye Sengalemba Tatan, Bignon Alando au magasin Sorepco, Wapulate Karo Yabouam, Wapulate Karo Idodi, Karo est solide, Alande au magasin Sorepco. Et Manjana Tete Naponda, Wandite 600 mètres carrés de carreaux, Babola va cuisiner Yabouam, Wandite 300 mètres carrés de carreaux, Babola va 25 cents de ciment colle. Donc, Mototanye Sengalemba Tatan, Bignon Alande au magasin
Martin Sorepko Ibanjana Mangolo Malambo mais au Sorepko na karo ya boam karo dodi ouais yende bukatomboa Sorepko. Merci beaucoup et rendez-vous chez Sorepko. Plaisir en même temps. Merci pour ce passage Constilamine, madame, messieurs. Restez sur Equinox Télévision. Et surtout, nous restons encore, on va dire, on a les yeux rivés sur l'organisation de la CAN qui arrivera certainement dans 7 mois. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'organisation ou encore des préparatifs de cette CAN à venir? Le Cameroun sera-t-il à nouveau prêt le jour dit-on? On est à 7 mois aujourd'hui. Au-delà des 7 mois, peut-on regarder les routes aujourd'hui concernant les préparatifs de cette CAN? Peut-on dire en même temps que les stades sont achevés? Peut-on dire que l'électricité est à jour au Cameroun? Peut-on dire que les 24 clubs, les 24 équipes qui sont susceptibles de jouer cette CAN, le Cameroun sera-t-il prêt à accueillir les 24 équipes aujourd'hui? La question quand même mérite d'être posée, mais surtout qu'il y ait une réflexion profonde autour de tout ceci. Peut-on y croire, cher Lamel? Peut-on rester, on va dire, objectif et croire que dans 7 mois, le Cameroun sera prêt pour nous organiser une CAN réelle, comme ça a été le cas? Tout à l'heure, vous qui disiez qu'il fallait qu'on retire le football, M. Michel Ngatou. Ça sert à quoi? Que vous reteniez encore ce langage. Je pense que les Camerounais ont d'énormes besoins, d'énormes problèmes. Il suffit de voir l'ensemble des choses qui sont décriées au quotidien. On ne demande qu'une seule chose, de l'eau, de l'énergie, la santé. Vous avez un joueur qui va sur le terrain, il a un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il s'alimente, M. Michel Ngatou? S'il faudrait qu'on l'amène à l'hôpital et qu'il soit sur assistance, est-ce qu'on a assez d'oxygène? Il y a tellement de problèmes qu'il faudrait voir. Je pense que nos amis de la CAF sont arrivés, ils ont décrié un ensemble de choses. Il faudrait qu'on commence par ce minimum en termes de réalisation. Est-ce qu'on a une connexion Internet de qualité? On ne peut pas organiser un championnat comme celui-là aujourd'hui, à l'heure où nous sommes. Vous avez des soucis de connexion sur tous les plans, ce qu'on peut développer. Je crois qu'avant ça, il y a un ensemble de préalables. Les axes routiers, est-ce qu'on a les routes? Est-ce qu'on a véritablement les axes? Est-ce que les routes sont convenables? Est-ce que les routes qu'on a aménagées par rapport aux champs sont encore d'actualité aujourd'hui? Vous voyez, ça pose un ensemble. Est-ce qu'on a les hôtels? Les hôtels, on a vu des particuliers se lancer, aller créer, voulant aider l'État. Vous avez des gens qui sont allés passer des commandes. Tout ça s'est tombé dans l'eau. Il y a tout ça. Monsieur Michel. La peur justement d'un nouvel renvoi en Bombengan, ce qui pourrait arranger certainement des Camerounais dans les jours à venir. Arranger, non. Arranger ceux qui ne sont pas fans de football? Non, du tout. Puisqu'il y a des comptes à rendre. Comment un sac de ciment va coûter 16 000? Il faut rendre compte. Il y a un camion de sable de 700 000. Il faut rendre compte. Que la CAN soit organisée ou pas, on doit rendre compte de ces choses et punir ceux qui ont procédé à la malversation. Aïdou avait mis les gens en prison en 72. Même les particuliers privés étaient mis en prison. C'est là pourquoi on ne le ferait pas ici. Vous avez dit mener une réflexion. Il n'y a pas de réflexion à mener. Il y a le constat à faire que les travaux n'avancent pas. Au niveau des différents stades. Oui, il y a donc risque de délocaliser la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'Algérie est même déjà prête. Voilà. À 7 mois quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire que pour ceux qui attendent encore ce qu'on appelle la fête du football africain, on est camerounaise. L'incertitude, à 7 mois, le gouvernement ne nous dit rien. Le gouvernement ne dit rien. Nous sommes dans l'incertitude. C'est ça le concept, ça l'observation aujourd'hui. Même le gouvernement est dans l'incertitude. Regardez avec la vitalité, la brutalité avec laquelle le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République avait demandé au gouvernement de délocaliser les hôpitaux de campagne qui étaient au stade militaire, au stade Mapelépé et tout. Est-ce qu'on a donc transformé ces stades-là en vrai stade d'entraînement? Vous ne savez pas, le stade de Limbé, celui de Bafoussam, de Garoua, ils sont dans quel état? Où en est-on aujourd'hui? Voilà, les pistes d'atterrissage que vous appelez aéroport, ils sont dans quel état? Parce qu'on a dit, la Confédération africaine de football a dit, pour une distance de plus de 200 km, on va voyager par avion. Bon, on ira à Bafoussam par avion, à Limbé par avion. Est-ce que... Voilà. Oh là là, la flotte camerounaise, vraiment, ça fait un tout petit peu pitié. Incroyable. Allez, rapidement, la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozopet,
Qu'est-ce qui s'est dit sur la toile pour nous? Qu'est-ce qui a fait le buzz depuis hier? Oui, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, il faut le dire, c'est ce crime passionnel enregistré du côté de l'Italie. Les images inondent évidemment la toile où on peut donc voir cette étudiante camerounaise du nom de Emma Pezemo, voilà, qui était âgée de 31 ans, qui a été retrouvée morte et assassinée. Il faut dire que ce sont des traces de sang qui ont été donc retrouvées dans une poubelle en périphérie donc de la ville de Bologne en Italie par des passants qui vont alerter la police. Ce sera dans le corps de la pauvre Emma, minutieusement découpé, emballé dans des sacs poubelles. Et le principal suspect présumé coupable selon la police, son compagnon dénommé Jacques Honoré, âgé de 43 ans, ancien élément des forces de l'ordre au Cameroun, exerçant comme agent de renseignement. Il faut dire que la veille, d'après certaines informations, voilà, le monsieur donc en image aurait passé donc la journée ensemble, et quand cette dernière n'est pas rentrée à la maison le lendemain matin, ses colocataires justement se sont inquiétés, ont appelé Jacques, qui leur a dit qu'il ne savait rien, et c'est de là qu'est partie leur inquiétude. Ils ont appelé la police pour signaler la disparition, et les agents de l'équipe mobile sont immédiatement allés chez Jacques et l'ont retrouvé pendu sur place, donc à son domicile. Les policiers vont donc retrouver donc à côté de lui une lettre et justement les traces de sang qui vont conduire justement à la découverte macabre du corps de la jeune. Est-ce qu'il a au moins... Lui-même, il s'est pendu. Oui. Lui, c'est de la mort. Oui. Est-ce qu'il a au moins donné les raisons, les mobiles, ce qui les aurait Il n'y amenés a tous pas les deux là? Bon, c'est vrai, aucune pour votre raison. enquête, il n'y a rien qui justifie la mort. Vous voulez qu'il Qui justifie quoi, justifie monsieur? quelqu'un S'il a laissé une lettre, qu'est-ce qu'il a dit dans cette lettre-là au moins? Parce qu'on aurait bien voulu savoir, bon, peut-être pas venant de vous, hein, on sait que rien n'a encore été dit en nos lieux, mais au moins, qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à tuer À tuer. la femme avec qui il passe sa vie À tuer. et se donner la mort soi-même, Ouais. si ce n'est pas, on va dire, Dominique Audrey, À tuer, un acte point. d'infidélité? Qu'est-ce qui peut Un pousser? bon. Je pose la question. bon. Non, En bon. Non, il pose la je question. pose la question. Non. Pourquoi? Bon, Non. je ne devrais La pas. question n'a pas lieu d'être posée. Qu'est-ce que Parce que je ça devrais dire? sous-entend que si une femme a été infidèle à un homme, on doit la tuer. Non, c'est pas ça. Non, Hugo Barine pas a du tout, tué pas du son tout. mentor de- Odere parce qu'il Voilà. l'a trouvé sur sa femme. Mais Voilà. il dit que ce n'est pas parce qu'il l'a trouvé sur sa femme. Mais Donc c'est le niveau de pas bassesse. l'intervalle, c'est le niveau de bassesse. Voilà. Donc Bon. il y a Donc, des choses. la bassesse, là, c'était l'infidélité. Non, donc il a fini par tuer. dans ce cas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on se pose des questions. Qu'est-ce qui peut bien amener quelqu'un à le faire, À tuer quelqu'un. à tuer sa copine et à se Nous, on donner la ne mort justifie soi-même? pas des choses comme ça. Vraiment? Non, dans la tradition, on ne justifie Il est pas. faible. C'est comme un homme qui tape sa femme. Il est faible d'esprit. Il est simplement faible. Peu importe. Ma mère dit toujours qu'un lorsqu'on se met avec un homme ou avec une femme, ce n'est pas forcément parce que vous allez déboucher sur le mariage ou bien sur quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Vous pouvez arriver à un stade où vous ne vous entendez plus et tout simplement vous vous séparez. Rien ne vous oblige à rester avec un homme quand vous vous sentez en danger. Moi, je ne comprends pas. Lorsqu'on est avec quelqu'un qui a des soubresauts, des sursauts de violence, parce que certainement, peut-être elle ne l'a pas remarqué, mais il avait cette tendance-là. Les personnes comme ça ont tendance à être étouffantes et possessives. Malheureusement, c'est la famille de la jeune femme aujourd'hui qui souffre, parce que lui, il ne vaut rien du tout. Sa famille aussi. Non, mais hein. sa famille souffre aussi. souffre La parce famille que Parce que non, cet homme, justement, Oui, sa ce famille qu'il souffre vient aussi, de Dominique, faire, hein. tuer quelqu'un, c'est donner la mort, C'est la ça veut famille qui dire a que honte. sa famille est exposée d'abord Ouais. à des morts tragiques. Vous savez, Ça, c'est spirituel. ça. c'est Donc, bizarre. il a même condamné sa propre famille, Voilà. y compris la famille de sa maman. La tendance aujourd'hui, elle va de La plus en plus malédiction, ça va. grandissante. Beaucoup de Camerounais commencent à tuer les Camerounaises. En fait, on a envie de dire aux Camerounaises, c'est beaucoup plus pesant là-bas. oui, hein. quand un Camerounais vous approche en beng, pardon, fuyez. Bon, C'est ça, très récurrent. Non, mais fuyez. ça, c'est entre Camerounais quand même. C'est ça qu'on Parce que dit. les cas les plus récents qu'on a, ce Oui, sont des c'est- Camerounais entre eux Justement, qui se donnent la mort entre eux. justement, fuyez. Fuyez, c'est pour ça qu'Isabelle parle de casting. C'est important de prendre le temps d'étudier le partenaire, d'étudier la personne avec laquelle vous voulez partager de votre temps, de votre intimité, votre vie. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, rien ne pourra consoler la famille de cette fille. Moi, je préfère m'arrêter à ça. Mais dire à celles qui sont vivantes que vraiment,
le mariage, les relations et tout ça, c'est bien. Mais si vous êtes en danger, il faut vous préférer. Charles, Partez. votre commentaire à la suite justement de cette histoire tragique qui écume les réseaux sociaux depuis pratiquement 48 heures déjà. Les Camerounais sont victimes, ces gens sont victimes du mélange de cultures. L'hybridisme. L'hybridisme. Ils sont en fait. des hybrides. Quand vous êtes partagé entre ces différentes cultures, vous allez vous rendre compte qu'il y a des peuples qui importent leur culture et qui l'imposent. Prenez la peine d'aller sur Internet. Rarement vous allez voir des femmes chinoises qui portent plainte à leur mari. En France, même au Cameroun, ailleurs, ils gèrent en famille. Rarement vous allez voir des Indiens porter plainte. Rarement vous allez voir des Libanais. Essayez de regarder, ils importent leur culture, ils vivent avec. Jamais vous n'entendrez que ma femme touche plus. Alors, vous avez des gens, des Camerounais, je prends des Africains, qui, ici, sont des bons pratiquants de leur culture, mais lorsqu'ils traversent, ils oublient, on se jette dans l'occidentalisation, parfois avec un homme qui a maintenu encore ses liens séculaires traditionnels. Alors, ce n'est pas pour justifier. Vous avez des femmes un garçon qui peut voyager, il rencontre sa femme, ou peut-être d'ici, il dit, je vais te faire venir. La femme, elle arrive, lorsqu'on la formate le cerveau, elle se retrouve à poser des actions de son mari. Il lui dit, attention, tu dois être à la maison à telle heure. Elle dit, monsieur, j'ai mes droits. Je connais mes droits, tu n'as rien à me dire. C'est pas parce que tu m'as payé le billet d'avion pour arriver ici en France que tu crois que tu vas tout permis. Arrête, vous voyez. Quand le gars commence à voir ça, l'esprit africain revient à lui. Vous voyez, ça revient. On en a vu des cas où c'est la première gifle, c'est la deuxième. Elle supporte en africaine, comme disait Dominique Audrey tout à l'heure. Elle ne se sent pas en danger, se disant, c'est les ouais qu'on a l'habitude de vivre au pays. Ah, tu vas faire quoi? Or, sans se rendre compte qu'il est partagé entre ces différentes cultures. Vous voyez, avec autant de facilité, il a tué, découpé, rangé avant de se donner. Vous voyez éventuellement... que ça c'est pas des choses qu'on a habilité à vivre en Afrique. Non, du tout. Il faut aller interroger les différentes antériorités. Mais quand même, tu es découpé, rangé dans un sac. C'est justement ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est dire quand même qu'il avait des... De préméditer ça. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et j'accuse les familles qui, au lieu de se rassurer, parce que lorsque beaucoup sortent, on coupe le pont. Le seul pont qu'on trace, c'est celui de l'argent. Tu envoies ça quand? Le conteneur vient quand? C'est autre chose. On n'entre plus dans la... Monsieur Michel, vous avez des gens qui vivent en Europe. C'est même peu où la maman peut appeler pour dire comment va-t-elle, montre-moi tel. Vous avez quel problème? Il faut revenir à ces fondamentaux. Merci beaucoup. Isabelle Carole, autre sujet pour nous ce matin. Autre sujet, bien évidemment, on va revenir sur ces émeutes enregistrées hier dans la ville de Foumbot. Il faut dire que la population de cette ville, dont le Noun, ces populations sont sorties manifester leur mécontentement à la suite du décès de l'un des leurs en détention. Ces populations surchauffées donc, qui ont mis le feu sur le palais de justice, comme on peut le voir en image de ce côté-là. Ils ont même d'ailleurs voulu en découdre avec les magistrats. Les forces de l'ordre ont réellement eu du mal à faire régner l'ordre de ce côté-là. Ce ras-le-bol des populations exprimé ici fait bien évidemment suite au décès du prénommé Jean-Louis en détention à la prison de Foumbot, dont l'état de santé se serait évidemment dégradé de ce côté. Ils avaient donc demandé, la famille du jeune homme en question, à ce que ce dernier puisse recevoir des soins à l'externe, une demande qui n'avait justement pas abouti à une suite favorable jusqu'au décès de ce dernier. Il a donc fallu hier la descente sur les lieux du gouverneur de la région de l'Ouest et pour calmer justement les ardeurs, chose qui a été véritablement difficile jusqu'à l'arrivée bien évidemment du sultan, qui a quand même pu permettre de remettre les choses dans l'ordre, et les populations exigent jusqu'ici le départ donc du procureur des tribunaux de Foumbot de ce côté-là. On a une image et bien sûr les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain pour tenter de calmer la situation. Isabelle Carole, c'est quand même un cas qui devient, du moins c'est des cas qui sont récurrents, des plaintes des usagers. On a eu cette dame qui récemment est allée tenter de... C'est M. Tampomo qui a tenté justement de mettre du feu à la voiture du ministre quand même en charge de la justice, garde des Sceaux récemment à Yaoundé. Cette fois-ci c'est à Foumbot, Mbombo Bengan, où on voit des populations se lever
elles sortent en masse pour mettre quand même le feu sur le palais. Et commettre l'irréparable. Exprimer Parce que, non, mais ça, c'est commettre l'irréparable. La personne qui est morte ne se réveillera pas. On est d'accord, parce que là, maintenant, comment on va faire un palais de justice, vous savez tous ce que ça comporte. Alors, ça ne coûte rien à côté de la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit ici, il y a la dame qui est malade là, qui est en phase quasiment de cancer. On dit laissez qu'elle aille se soigner. Voilà, Madame Sopo est malade, laissez qu'elle aille se soigner. Et prenez la caution. Non, on ne veut pas. Voilà, donc on dit permettez qu'il aille se traiter et le procès va se poursuivre. Non, on le garde ici. Conséquence, il est mort. Tout le monde ne gère pas la douleur de la même façon. Ça, c'est la douleur des Camerounais exprimée. Et il faudrait peut-être prendre ça en compte. Les Camerounais sont à ça. Merci. Voilà. Alors, bon, Bengan, ces images également écument la toile. Vous les avez regardées. Vous avez quand même pris la peine aussi, ce matin, vous en parlez sur les antennes Radio Equinox. Qu'est-ce qu'on peut en dégager qu'est-ce qu'on peut filtrer comme leçon aujourd'hui de ce qui s'est passé là-bas? J'avais interpellé le premier président de la Cour suprême du Cameroun lors de son discours de la rentrée judiciaire, je pense, de 2018. Il avait condamné avec raison ce qu'on appelle la justice privée, que nous appelons justice populaire. Il avait raison, mais je lui avais dit, monsieur le premier président de la Cour suprême, la plus haute juridiction dans notre pays, ce qui se passe au Cameroun, justement, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance des citoyens aux institutions qu'ils incarnent. Donc, faites tout pour réconcilier l'État et la nation. Je le dis depuis que j'ai entendu ça. Donc, en fait, lorsque vous êtes en tribunal, vous avez quelqu'un qui vous a agressé, et que on a eu des reportages comme ça, un bandit encadré par les gendarmes vous dit, vous faites quoi? Je reviens. 2 semaines après, il revient. Vous avez Mendoze qui est décédé dernièrement. Très malade. Vamoul Keyela, Charles Metouk, beaucoup de gens. Maintenant, Madame Sopo vient encore. Il dit, permettez-nous de nous soigner. Permettez-nous de nous soigner. Permettez-nous d'avoir. Alors que quand vous mettez les gens aux arrêts, c'est l'État du Cameroun qui s'occupe de la santé. C'est incroyable quand même. Hein? Oui, donc en fait, ce qu'on a en image là quand même, oui. voir tout un palais comme ça aller en fumée, bon, Bengan, parce qu'on estime qu'il y a eu une attitude d'un procureur qui soit inacceptable. Alors concrètement, est-ce que c'est dire que il faudrait qu'il y ait un assainissement des mentalités, des attitudes du corps de la magistrature quand même aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit que ce qu'il y a à faire pour ce pays, le renouveau ne peut plus le faire. Il ne peut plus le faire. Les magistrats sont frustrés. Le corps social est frustré. Le salaire des magistrats au Sénégal, si vous le comparez au salaire des magistrats, si vous allez mettre les mains sur la tête. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le magistrat aurait pu laisser ce gars aller se soigner, quitte à mourir à l'hôpital. Mais au moins, il ne devait pas le faire. Prenons l'avis de mais on ne condamne pas, on ne demande pas aux citoyens d'aller incendier les édifices publics parce qu'il s'agit de consolider la démocratie dans notre pays. Votre avis, cher Lamel, avant la pause? Monsieur Michel Ngatiou, je vais me référer juste au sous-préfet, l'ex-sous-préfet de Fumbot, Manou Digir, qui avait fait une déclaration, un ensemble de déclarations dans lesquelles il disait « Ce procureur abuse. Ce procureur abuse. » Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes paroles, c'est l'ex-sous-préfet Manou Digir de Fumbot qui avait fait cette déclaration, je pense, il y a 1 an, avant qu'on ne l'enlève, qu'on ne l'affecte ailleurs, où il disait que pour un rien, pour un oui ou pour un non, il a le pouvoir de vie et de mort, et qu'il est allé même jusqu'à demander, exiger qu'on entende le sous-préfet. Il dit, vous voyez jusqu'où il allait, monsieur Michel Ngatiou. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens à qui on a donné le long bras, on a donné l'autorisation de faire, de leur compter ce qu'ils veulent. Rappelez-vous, ici, on a eu à traiter une colère là où on abordait la question des autorités, de certaines autorités qui abusaient un peu dans les différentes collectivités, dans les villages, les zones reculées, où vous avez des sous-préfets qui se permettaient de gifler des personnes, mettre des gens à genoux, et avoir un procureur qui pour un oui ou pour un non. Je vais vous dire, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes dans cette zone, que les gens, comme on dit, guettaient.
on guettait la faille. Il a dit que, comme on dit au village, on plie le doigt. On attend le jour où tu vas glisser. Et c'était un peu ça, c'est cette goutte d'eau qui a débordé. Heureusement pour lui, il s'est sauvé, hein, heureusement pour lui. Hein. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, M. Michel Ngatiou. Et vous chutez. On a injecté dans les autorités, on a injecté dans le cerveau la mémoire directe des autorités une seule méthode de résolution des conflits, la répression. Ouais. Chaque fois qu'il y a quelconque conflit, chaque fois qu'il y a un quelconque problème, c'est la répression. Il n'y a qu'à Douala où je peux tirer un coup de chapeau au gouverneur de la ville de Douala, qui, lui, à un moment donné, M. Michel Ngatiou, utilise d'abord la méthode, la discussion. Il descend sur le terrain, je tire ce coup de chapeau ici à Douala parce que pour toutes les situations, on a toujours vu le gouverneur Eva Dubois descendre et essayer de discuter. C'est quand il n'y a pas possibilité, quand ça bloque, que là on utilise la voie répressive. Or, dans le cas de Fumbok, à l'immédiat, on a dit, comme c'est vous voulez faire ça, vous allez voir. Aussitôt, on a utilisé, mais on a eu en face des gens qui ne pouvaient pas. Heureusement que le sultan est descendu quand même, calmer ses fils et ses filles. Non. Comment ça encore, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Il est venu comme un père, calmer la douleur. Dites-le ainsi. Ne dites pas qu'il est venu calmer. En tant que sultan, quand même. Ça, ce sera. Non, il est venu calmer la douleur des enfants en disant j'ai pris et je vais m'assurer personnellement que d'après les usages. Merci. Merci beaucoup, cher Label. Merci. Allez, Consti Lamine, nous vous retrouvons à nouveau parlant de Von Bio ce matin. Plaisir pour cette nouvelle rencontre, Consti Lamine. Le plaisir, le mien, il est toujours très, très partagé quand je m'adresse à ces téléspectateurs parce que ma mission dans cette émission est tout simplement d'éduquer, d'attirer l'attention de nos téléspectateurs qu'il est important de consommer des compléments alimentaires et surtout pas n'importe lesquels, de consommer la gamme Von Bio qui est une gamme très, très variée, qui est une gamme complète, une gamme dans laquelle vous avez pratiquement plus de 9 compléments alimentaires. Et parmi ces 9, vous avez bien entendu 2 qui seront présentés ce matin comme d'habitude, notamment le Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson, pour dire tout simplement en anglais fish oil. Également le Von Bio Lotion, qui est un lait de toilette uniquement pour diabétiques. Vous me regardez en ce moment à la maison, quel que soit là où vous êtes, alors retenez qu'il est important de consommer régulièrement les compléments alimentaires. Nous allons tout de suite passer donc aux avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3, qui est un complément alimentaire d'origine américaine des laboratoires Cedorex, est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Donc, ceux qui ont les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, les problèmes de fourmillement, alors je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Et puisque nous parlons de la consommation du Von Bio Oméga 3, c'est une gélule par jour pendant le repas. Il dit bien une gélule par jour pendant le repas, ne pas la percer. Il faut tout simplement retirer sa gélule comme elle se présente à l'écran et l'avaler avec de l'eau pendant le repas. Parlons bien sûr du prix de votre Von Bio Oméga 3. Le prix est de 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et je rappelle que c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Et la consommation du Von Bio Oméga 3 ne vous empêchera jamais de consommer les autres médicaments prescrits par les médecins. Bien entendu que ce complément alimentaire peut s'associer à d'autres médicaments. Je rappelle que la boîte de 30 gélules est bien entendu de 6 000 francs. Votre boîte de 30 gélules et ce complément alimentaire est en vente au magasin 1001 tapis. Nous allons également parler rapidement sur la lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette embellit, protège et nourrit la peau des diabétiques. Vous avez le lait de toilette Von Bio Lotion à 6 000 francs. Toujours au magasin 1001 tapis. Je conseille ce lait, je le recommande à tous les diabétiques qui nous regardent ce matin. Vous avez un lait de toilette uniquement pour vous. 6 000 francs votre lait de toilette pour diabétiques. Nous allons conclure la vente de ce matin tout en rappelant une fois de plus à nos nombreux téléspectateurs qu'ils ont encore et toujours au magasin 1001 tapis, le magasin des innovations, le magasin des exclusivités. Vous avez la pommade contre les hémorroïdes que voici. Cette pommade, elle est 100% naturelle. Elle est de très très bonne qualité. Vous l'avez au magasin 1001 tapis et je la recommande à tous ceux qui ont des problèmes des hémorroïdes.
Beaucoup pour ce passage en même temps avec Von Bio, madame, messieurs, restez sur Equinox Télévision. On va bientôt se quitter, mais avant de se quitter quand même, cher Lamel Bachou, il est important, puisque vous faisiez la précision tout à l'heure, qu'il ne faudrait pas que l'on attribue cela comme étant une victoire du sultan. Ben non, c'est quand même le sultan qui allait rencontrer ses fils et ses filles pour leur demander de se calmer face à la situation. Et là, c'est aussi à saluer, c'est l'action quand même du sultan aujourd'hui. Je salue, mais sauf qu'il est allé beaucoup plus en paix qu'un homme politique. Parce que c'est bien, je veux qu'on fasse la part des effectivement choses, M. Michel Ngatou, parce qu'on imagine ce que les gens sont en train de dire, si vous parcourez la toile, vous allez voir, non. Il est parti en paix, leur dit, nous sommes tous blessés. Il fallait calmer M. Michel Ngatou. La situation est revenue justement à la normale aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer quand même qu'il y ait un procès réel vis-à-vis de ce procureur qui semble avoir fait trop de dégâts là-bas? Le procès, c'est contre les institutions de la République. Est-ce que l'hôpital au Cameroun va bien? Est-ce que la justice va bien? Est-ce que l'école va bien? Est-ce que la préfectorale va bien? Il s'agit de l'institution. Lorsqu'on dit rapprocher l'administration des administrés, il faudrait bien qu'on se reconnaisse auprès des institutions qui encadrent notre vie commune. Or, ce n'est pas ce qu'on réalise. Ce n'est pas ce qui se passe. Si on ne se reconnaît pas là-dedans, on sera appelé à poser des actes de vandalisme que tout le monde condamne. Là maintenant, tous les dossiers qui étaient en justice, vous n'êtes pas sûr qu'il y a des gens qui vont fabriquer des faux documents de grosse en disant que oui, il y avait l'affaire telle et voici la grosse même qui avait été, on falsifie les signatures et tout. Donc vous savez comment ça va. Alors justement sur l'attitude, si on s'en tient justement aux informations recueillies sur le terrain, si on s'en tient simplement au fait que les populations se plaignent de l'attitude d'un procureur, alors fondamentalement parlant, c'est le procureur qui est à l'origine de tout ce qui peut avoir comme dégâts là-bas. Et l'autre chose, c'est que pourquoi l'État du Cameroun empêche aux magistrats de faire des syndicats? Si les magistrats pouvaient avoir un syndicat où ils posent leurs problèmes, ils allaient voir leurs rémunérations et c'était leurs conditions de vie. Maintenant, et ils travaillent beaucoup. Tu peux avoir un magistrat qui a 200 dossiers. On est sorti. Le sous-préfet de la Lokoundja à quel niveau? L'affaire du sous-préfet de Lokoundja, on n'en parle pas jusqu'à présent. Voilà. Donc, on a un problème avec nos institutions. Voilà. Merci infiniment à vous, cher Lamel, Bonbon Bengan, Isabelle Carozopet et Dominique Audrey. Condoléances à la famille du monsieur décédé et à la jeune femme également. Voilà. Merci pour cette participation nouvelle à ce programme du Zénith, madame, messieurs. Nous espérons vous retrouver demain lorsqu'il sera 10h le même plaisir. D'ici à la restez sur Equinox. Ne décrochez surtout pas et nos programmes se poursuivent sur vos télévisions.